Bienvenue à toutes et à tous sur le Brap Show, épisode 72. On vient de passer le Supercross de Nashville, le Supercross de Cleveland est à venir. 10 points séparent Hunter Lawrence. Waouh. Si, c'est ça, Hunter Lawrence. Dans ma tête, j'ai mélangé, j'ai dit Hunter Roxen ou Ken Lawrence, je sais pas, mais bon. 10 points séparent Hunter Lawrence de Ken Roxen et Eli Tomac est encore 5 points plus loin derrière. Il y a une semaine, le championnat a été vraiment très croustillant avec 5 points qui séparent 3 pilotes et 2 pilotes à égalité pour la plaque rouge. Et en une course, Hunter a vraiment très vite repris le contrôle. On va décortiquer tout ça. On va parler un petit peu aussi du MXGP de Sardaigne. Merci d'être avec nous. Merci à Mr. Brab d'être avec nous et MGT Design Racewear. Vous les connaissez, nos sponsors depuis toujours, qui nous soutiennent depuis le tout début. Et donc, ouais, Clément, on va commencer par là. Hunter Lawrence qui reprend le contrôle, 10 points alors qu'il était à égalité de points avec Tomac. Maintenant, il ne reste plus que 4 courses. Il a 10 points d'avance sur Roxen, 15 sur Tomac et encore avec la manière incontestable, ça a l'air d'être quand même... c'est à nouveau vraiment le favori pour ces 4 dernières et pour le titre, quoi. Ouais, je pense qu'il prend une bonne option là avec cette course, avec cette victoire. Surtout avec un Roxen qui commet quelques erreurs et c'est dommage parce qu'il était en bonne position en début de finale et un Tomac qui flanche une nouvelle fois. Il nous a donné des signes que ça allait mieux en qualif, notamment en la gagnant. Et puis au final, en finale, ça fait beaucoup de finales, mais on a retrouvé le Tomac des dernières semaines, donc c'est dommage. Il a fait un beau, un beau plat aussi au bout du virage, là, au niveau du freinage. Mais non, c'est sûr que Hunter Lawrence là, se met dans une bonne position. Et après, on sait que tout peut arriver, mais je vois difficilement une nouvelle erreur comme il a pu commettre en finissant 18. C'était la semaine la semaine d'avant. Il y a 2 semaines à Ouais. Détroit. Ouais. C'est ça. Donc ouais, il prend une bonne option, mais rien n'est joué. Roxen est quand même en forme, surtout avec il chute en qualif et chute en finale. Malgré ça, il est au rendez-vous. Donc on voit qu'il a pas craqué non plus. C'est pas comme un Tomac où Tomac, je le mets presque en dehors de la bataille quoi maintenant pour ces dernières épreuves, ce qui est dommage. Donc non, j'en attends encore de Roxen et je suis quand même impatient de voir les prochaines courses parce que je pense que c'est pas tout à fait terminé, c'est pas tout à fait joué. Ouais, c'est clair. On va entrer plus en détail sur le cas Eli Tomac juste après. Mais ouais, j'aimerais parler d'abord de Ken Roczen, parce que justement, quand je vois la petite erreur qu'il fait en hit en voulant doubler Tomac et ensuite là la chute en finale, est-ce qu'on n'est pas, ça y est, à un stade où Roczen il sent quand même la pression, où il commence un petit peu à penser au championnat et où c'est plus le Ken Roczen de je donne le mieux de moi-même et si c'est 3, mais plutôt Hunter, il m'a doublé, il est en train de partir et il faut que je fasse tout pour le rattraper parce que je peux pas finir derrière lui. Ouais, je sais pas s'il y a cette urgence là parce qu'à la fois on l'a vu se faire doubler et j'ai pas vu un Roxen d'un seul coup commettre plus d'erreurs, tu vois, pour essayer justement de s'accrocher au guidon et de suivre Hunter. Donc déjà là, je me suis dit il en manque un peu et là à mon avis ça va pas le faire pour cette finale là. Et il a flanché un peu après. Donc, est-ce qu'il était réellement en train de pousser ou une erreur comme ça peut arriver? Je sais pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti comme un peu un signal d'alerte de sa part de se dire mince, Hunter, il est passé, le championnat, etc. Faut que je m'accroche et que j'y aille. Je le trouvais encore assez raisonnable dans sa façon de rouler jusque-là. Et sa chute, je ne l'ai pas vue, moi. Je ne sais pas si tu l'as vue, toi, après, parce que je crois qu'on ne la voyait pas à l'écran. Mais je n'ai pas vu de vidéo non plus après, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, il a dû glisser, hein, vu la texture du terrain. Donc, ouais, on l'a vu commettre déjà quelques erreurs quand même. Déjà en se faisant doubler par Hunter, là, avant ce triple, déjà là, c'était chaud. On a vu le plat de Tomac. Donc, on voyait que c'était une piste quand même très, très, très glissante. Et d'ailleurs, moi, quand je les voyais passer justement sur cette petite bosse avant le triple, sur l'angle, sur toute la ligne droite, presque quand ils passent devant les mécanos, là, quand ils prennent à l'intérieur, ils étaient sur l'angle à chaque fois. Ils prennent cette petite bosse, ils sont encore sur l'angle en arrivant sur le triple. Et moi, c'est typiquement le truc que je déteste à moto, quand c'est tout plat, tout sec. Et j'arrive pas à avoir confiance en mes pneus et ma technique, sans doute, pour passer debout comme ça et à cette vitesse. Donc, déjà, tout le long, j'étais un peu comme si c'était moi qui étais, tu vois, un peu sur la retenue, genre attention. Et puis encore plus quand Roxen effectivement a fait cette petite glissade, je me suis dit, ouais, ça glisse bien. Surtout que Roxen, en général, les terrains qui glissent, il maîtrise quand même pas mal. Et là, ça a été chaud plus d'une fois.
Ouais, après, quand tu es sur un pneu qui a 15-20 heures, c'est normal que tu aies moins confiance en le pneumatique que Roxen ou Lorenz. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je sais plus si c'est dans la heat ou dans la finale, mais où on voit Hunter, il me semble qu'il part, il prend cette bosse à l'intérieur et après se déporte vraiment très près des protections de piste sur l'appel du trip. C'est vrai que ça m'avait fait un petit peu peur aussi. Euh, mais effectivement, c'était une piste, je pense, difficile où les erreurs pouvaient facilement arriver. Mais pour autant, je trouve que c'est un petit peu surprenant venant de Roxen parce que un terrain dur et glissant, c'est un petit peu. C'est là que c'est le genre de circuit sur lequel je lui donnerais un avantage, même s'il il a été très bon partout. Mais tu vois, un terrain comme Glendale, c'est un circuit où il a parfois dominé, et notamment cette année. Et donc, c'est vrai que Anaheim aussi, le premier Anaheim était assez sec et glissant, et il a très bien performé là-bas. Et c'est vrai que c'est pas. Mais après, bon, évidemment. Tous les pilotes ont un petit peu évolué dans un sens ou dans l'autre, mais tout au long de la saison a progressé aussi au niveau de la moto. Et donc peut-être que Hunter, c'est une surface sur laquelle il a trouvé des réglages où il est beaucoup plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas une texture sur laquelle j'aurais plutôt donné un avantage à Hunter. Et voir Roxen prendre la tête de la course assez tôt comme ça, j'aurais pensé qu'il serait plus proche en tout cas de Lorenz et qu'il ne ferait pas ce genre d'erreur. Et c'est pour ça que moi j'ai attribué ça peut-être plus à. On est à 5 courses de la fin, il lui manquait encore un petit peu de points. Euh, en arrivant, il était 5 points derrière et donc bah, en perdre 3, ça faisait beaucoup plus mal qu'en gagner 3, évidemment. Et donc, ouais, moi je me suis demandé si c'était pas plus un petit peu, pas de la panique, mais voilà, le sentiment de la pression, même tu vois, la volonté de doubler Tomac aussitôt dans la heat, alors que je pense que étant dans la posture de Roxen, tu peux attendre même un tour de plus. Tomac, même s'il a été le plus rapide aux essais, tu t'en inquiètes pas tellement, tu vois. Moi, je pense qu'il en faudrait plus pour que je considère que Tomac est de retour et que c'est vraiment une menace. Et je pense qu'il aurait pu faire preuve de patience et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de précipitation. Moi, je l'ai trouvé surtout trop gentil en fait, à ce moment-là, tu vois, d'être monté un peu la partie en sable à côté. Tu voyais qu'il voulait pas se poser devant lui et sur lui quoi, dans le virage, donc il est resté dans la trace qui était pas top et il est tombé comme ça. Mais c'est vrai que moi j'aurais donné aussi l'avantage à Rogzen. C'est vrai que ces derniers temps, il était quand même plus performant sur les terrains béton et glissants. Et là, pas tellement. Et même au contraire, avec justement, quand il gagne dans les ornières, alors je me souviens plus des noms, moi, pardonnez-moi. Mais, euh, mais effectivement, où il a été très précis, très peu d'erreurs dans un terrain miné d'ornières. Et, Ouais, bah, c'était à Saint-Louis il y a une semaine et demie maintenant. Ouais. ouais. Et ouais, à l'inverse, bah, au final, pas au top du top sur le glissant, où c'est Hunter qui a progressé. Mais je pense pas, parce que je jette un œil en même temps aussi aux différents chronos. Et c'était très serré. N'empêche que ça a rendu un peu la course, enfin, le niveau des pilotes plus homogène, je trouve, que les courses précédentes. Ouais. Mais justement, alors avant de parler d'Eli quand même, moi je voulais parler un petit peu de la piste parce que bon, ils savent que ça va être une course de jour. Je sais pas combien de temps à l'avance ils le savent, mais bon, quand ils construisent la piste, ils le savent déjà. C'est vrai que j'ai trouvé quand même que les conditions de piste étaient médiocres. Euh, après, pour moi, en tant que fan de Tomac, on va pas prendre ça comme une excuse, hein, parce que tu as tous les autres qui. Enfin, c'est la piste est la même pour les autres, hein, pour tout le monde. Mais pour tout le monde, je trouve que la piste était presque dangereuse. Enfin, quand tu vois vraiment les marches dans les whoops qui n'ont pas été retouchées de la journée, et en fait, ce terrain devenir vraiment très très dur en termes de texture de terre, et pourtant avoir autant d'ornières aussi dans les enchaînements. Enfin, tu sais, c'est très bizarre parce que du coup, tu as l'impression que c'est beaucoup arrosé pour les essais et que ça fait des traces. Et au final, ça laisse ces traces vachement durcir. Et ça fait un terrain qui n'est vraiment pas roulant et sur une terre qui en plus glisse beaucoup. Et je trouve pas que ce soit des conditions super pour la course, quoi. Et au chrono, il y a eu peut-être moins d'écart, mais tu vois, enfin, Hunter, il gagne quand même avec 7 secondes d'avance. Roxane, il est 11 secondes plus loin. Alors bon, Roxane, il tombe aussi, évidemment. Mais il y avait pas, on n'a pas beaucoup vu Sexton à l'écran qui remontait pas mal, mais il n'y a pas eu énormément de batailles à l'écran en finale, tu vois. Oui.
Heu, je regarde là les chronos, je crois que le pire c'est 56, 8 et le meilleur 52, 3. Donc après je sais plus quel était l'écart sur les courses précédentes, mais je me fie aussi notamment à un Ferrandis dont on parlera après, qui était bien plus proche. Et ouais, tu regardes, le top 10, il y a que, 2 secondes, au plus qui séparent, Hunter des mecs du top 10. Et je sais que des fois, bah, on avait justement un Ferrandis qui était, dans le top 10 mais qui prenait plus de 2 secondes, il me semble, au tour. Et d'autres pareil, je vois Nichols, McElrath, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que ça a homogénéisé un petit peu le niveau. Après, non, on n'a pas vu énormément de batailles, c'est vrai. Et c'est sûr que moi, une terre glissante comme ça, enfin, c'est pas du tout les conditions dans lesquelles j'apprécie rouler. Donc ça m'aurait pas fait kiffer de rouler là-dessus. Effectivement, c'est un peu bizarre parce que en regardant un peu des essais, bah, c'est vrai que ça avait l'air, enfin, ça se creusait, ça avait l'air bien mouillé, quoi. Donc je sais pas trop comment ils ont géré l'arrosage, mais il y avait peut-être moyen de garder un peu plus d'humidité malgré que ce soit en journée. Ouais. Bah, ce que je me dis, en fait, c'est que c'est du supercross avec beaucoup de sessions assez courtes. Tu vois, une heat race, c'est 6 minutes et un tour. Et un stade de supercross, c'est quand même pas très grand. Je me dis que tu as moyen de réarroser un petit peu entre chaque session toute la piste, de sorte à ce que ça fasse pas la patinoire parce que tu mets pas tant d'eau que ça, et en même temps maintenir un petit peu l'humidité, tu vois, dans la terre, ne pas laisser le soleil la sécher aussi rapidement, parce qu'après, oui, c'est sûr que là, bah, c'était en plein soleil toute la journée. Après, en plus, ils ont eu un petit problème avec le logiciel de timing et de scoring qui a créé un retard de, je crois, un petit 10 minutes sur, je sais plus si c'était avant la finale 250 ou avant la finale 450. Et sauf que comme c'était lié à ça, ben, ils n'ont pas non plus envoyé les tracteurs refaire la piste entre-temps parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient pouvoir repartir. Et comme ils sont sur la chaîne nationale, faut respecter le créneau horaire. Mais ouais, je trouve que, enfin, on est quand même, depuis 74 qu'on fait du supercross, on devrait quand même avoir des solutions pour que même quand on a une course de jour comme ça, avoir une piste, je pense, dans de meilleures conditions. Au final, ça a permis de faire des différences, tu vois. Enfin, on a des pilotes qui sont partis derrière, qui sont revenus, comme Sexton qui est revenu jusqu'à la quatrième place. Hunter, il fait pas le all shot puis il se barre tout seul, il part 3 ou 4, il me semble. Et puis il double des pilotes et ensuite il fait le trou. Donc clairement, ça n'empêche pas les meilleurs de performer, mais je trouve que ça transforme un petit peu la course en mode survie au final. C'est un peu bah, celui qui arrive à bien rouler et pas tomber qui s'en sort. Et c'était un peu la même chose la semaine dernière, même si c'était une terre très molle avec beaucoup d'ornières. Et c'est pas aussi fun à regarder que quand tu regardes des vieilles courses des années milieu 2000 où les pistes étaient dures et glissantes, mais en même temps, c'était pas non plus. En tout cas, après, la qualité des vidéos sont pas très bonnes sur YouTube, mais ça avait pas l'air d'être truffé d'ornières dans les enchaînements. Les pilotes pouvaient sauter à gauche puis à droite, sauter dans les intérieurs pour tenter des blocs pass et se batailler. Un peu aussi, je regardais dans Gypsy Tales, ils ont repassé des images de la course en Australie du WSX où c'est pareil, c'était très dur et glissant, mais pour autant, la piste n'était pas aussi défoncée. Alors, c'est sûr que quand tu n'as que 16 motos dans chaque catégorie et que tu fais que 6 manches dans la journée, c'est plus facile aussi de maintenir une piste en état. Mais ouais, je trouve que là, la piste était quand même très défoncée et que ça rend pas les courses aussi sympas à regarder que quand ça l'est moins. Ouais, après en Australie, est-ce qu'ils ont roulé dans du mouillé quand même avant? Parce que là, c'est vrai que c'est étrange la façon dont Je ça crois évolue. pas. C'est que au départ, en fait, tu pars avec une piste très humide et donc peut-être glissante, mais par rapport à l'eau, avec des ornières qui se créent, ça se creuse. Et après, l'arrosage qui est pas maintenu et du coup une piste qui durcit et qui devient béton, comme si elle avait jamais connu d'eau. Donc effectivement, avec des ornières et des trous défoncés, alors que c'était tout sec. Donc c'est vrai que si c'est un objectif entre guillemets, je pense pas d'avoir une piste dure, mais comme on a pu le dire plusieurs fois, c'est bien, ça varie au moins. Des fois, tu as des pistes truffées d'ornières, des fois moins, et puis d'autres fois, ça va être sec. Ça les met dans différentes conditions, et, et ça fait partie du sport aussi. Mais dans un sens, dans ce cas-là, effectivement, si tu es sur du béton, vaut mieux bah, laisser béton, mais dès le début. Après, ouais, il y a les soucis de poussière, etc., qu'on connaît, qu'on a connus en ligue aussi, qui peuvent poser problème. Donc, ouais, c'est pas évident. Et puis, je sais pas à quelle vitesse sèche justement la piste, parce que si ça se trouve, en fait, ne serait-ce qu'une heat, ça suffit pour plus le soleil pour sécher la piste. Et que si tu réarroses, bah, t'arroses en fait sur du béton. Et donc là, ça devient glissant et c'est pire que tout, quoi, arroser sur du dur. Donc, ouais, j'aurais pas trop de conseils à leur donner là de mon canapé. Mais en tout cas, c'est sûr que moi,
à rouler, ça m'aurait pas fait kiffer du tout. Et même à les voir rouler, je serrais un peu quand même les fesses justement quand ils étaient sur l'angle là. Ça avait l'air bien glissant. Et puis on a vu avec le plat que nous a fait Thomas, hein, j'en reparle encore, c'est la troisième fois, mais quand même, il a goûté le béton, c'est parti d'un coup et, et il a goûté quoi. Mhm. Moi, j'ai réfléchi à deux, trois trucs. Je me disais peut-être que tu vois, on pourrait avoir déjà le top 20 au point qui est automatiquement qualifié pour les courses du soir. Et du coup, faire qualifier les 20 suivants le vendredi. Tu leur fais faire des essais à tous ceux qui ne sont pas dans le top 20 au championnat. Comme ça, le samedi, tu as moins de pilotes sur la piste. Elle se défonce déjà moins. Tu vois, au lieu d'avoir trois plateaux d'essais, tu vas en avoir que deux parce que tu auras déjà tes 40. Et, et du coup, tu as moins de monde sur la piste le samedi, peut-être plus de temps pour la maintenir et puis tout simplement moins la défoncer. Après, on avait déjà parlé, est-ce que revenir à 20 plutôt que 22 en finale, ça change quelque chose? Bon, je suis pas sûr que deux motos, ça change vraiment la face de la piste, même dans les deux catégories. Mais après, non, j'ai pas toutes les solutions. Mais tu vois, moi, je me dis que s'ils laissaient même, tu vois, donc après le vendredi, ils refont la piste bien tout nickel, ils la laissent durcir le samedi matin avec le soleil, ils l'arrosent juste avant que les pilotes roulent. Alors oui, ils vont arroser sur du béton, tu vois, mais si tu la trempes pas d'eau et que, tu vois, tu l'arroses juste un petit peu pour foncer la terre, mais pas pour que ça brille. Et là, après, t'attends 3 minutes avant de faire partir tout le monde et ça glisse pas. Et Si, tu sur peux y du aller. béton, ça glisse direct, ça n'a pas le temps de boire. Et dès que tu humidifies sur du béton, en ligue, des fois, c'est ce qu'ils nous ont fait là. Avant Ouais, mais Pingrin, ils arrosent à gros jet quand même en ligue sur le Oui, béton. là, il y avait Ils dans veulent que les ça tienne ornières, pour les 3 prochaines heures parce il y qu'on a avait, il qu'une y avait ça entracte au milieu d'eau, de la mais journée. ça n'empêche que dès que tu arroses sur du béton, c'est glissant et tu as besoin de quelques passages. Et puis en plus, c'est pareil, le premier passage, tu te fais repeindre et tout. Et même quand tu mets un petit peu que c'est pas gorgé d'eau, ça n'a pas le temps de boire. Donc ça te colle la poussière en fait sur les premiers passages, mais c'est glissant. Donc je pense pas que tu t'en sortes avec une bonne texture derrière si tu fais des petits arrosages, en tout cas sur du béton. Après, l'idée, effectivement, c'est de réussir à la garder meuble le plus longtemps possible. Et ce qui est plus facile quand tu es en motocross et que tu herses la terre, là c'est plus facile de garder l'humidité et de garder une bonne texture. Et des fois, tu as juste besoin de repasser un coup de herse en fait pour remuer et tu gardes cette texture pâte à modeler. Que là en supercross sans herser, ouais, c'est pas évident. Je ne saurais pas comment faire là. Ouais. Alors, enfin, après, le dernier truc, la dernière réflexion que j'ai eue en voyant ce circuit tout défoncé quand même, c'est que je me suis dit que c'est bien la peine de vouloir mettre que 9 hoops pour protéger les pilotes quand après tu les fais rouler dans des enchaînements et sur un terrain qui est dans cet état-là, quoi. Mm. Et d'ailleurs, on parle plus trop des tripes, mais les tripes ils sont revenus, hein. Ils ont fait un test en début de saison et puis après, Ouais, fuck ben off. quand mes théories s'avèrent fausses, je fanfaronne pas trop, c'est ça l'histoire. Ouais, Là, mais il y avait quand souvent, même un test, je pense, de fait sur les triples là, je ouais, pense, au peut-être. début de Ce saison. week-end, on en avait un triple ou non, je crois. Si, bah si, il y en avait un là où Si. Roxane se fait doubler. C'était effectivement un triple. Il y en avait qu'un et c'était un triple parce que c'est vrai que ces deux derniers week-ends, avant ça, il me semble qu'on avait un triple et un double. Mm. Donc, va savoir. Après, tu vois, enfin encore une fois, la bosse du milieu, elle sert à rien sur ces triples là. Donc, pourquoi la mettre? Après, là, tu vois, ils sont tellement loin du départ. Je pense pas que ça soit un problème parce que tu n'arrives pas trop en paquet dessus. Donc, même quand tu enroules ou que tu fais que double simple ou simple double, tu as le temps de regarder, te positionner. Et le mec de derrière a aussi l'espace pour ajuster parce que tu prends pas le saut à 4 sur la largeur de la piste. Mais dans l'ensemble, moi, je reste de l'avis que la bosse du milieu sert à rien et qu'elle empêche plus de manœuvrer celui qui enroule pour à la limite sortir de la piste en toute sécurité qu'autre chose. Mais non, oui, clairement, le Supercross garde ses triples. Bon, il est temps d'en parler quand même. Parce que bon, bah, ça fait 4 semaines qu'on en parle et ça change, mais ça change pas. Eli Tomac, il était de retour, hein. Il était vraiment de retour. Aux essais, je le vois, l'accélération en sortant du sable là sur la courbe pour revenir sur le départ, l'accélération de la KTM était folle. Il sautait un peu en travers, il faisait piquer du nez sur les sauts. Tu sentais qu'il y avait du confort. Il a mis le pneu sable. Alors ça, j'ai pas compris, mais bon, jusqu'à la fin de la hit, ça me dérangeait pas. Même si sur la théorie, je me disais, mais en plus, Nashville, pour le coup, ça a toujours été quand même un terrain où la terre est dure. Et donc venir à Nashville avec son pneu sable, je me suis dit, bon, après, il est désespéré, il tente tout, quoi. Mais bon, je me suis dit un peu n'importe quoi. Et après, au final, c'est pas terrible ça sur le plan littéraire, mais le même Thomas que les 3 dernières semaines.
vraiment plat, quoi. Il se fait doubler par Sexton et je me dis, bon, bah, il faut si Sexton va de l'avant, à la limite, il faut s'accrocher à Sexton et monter avec lui, tu vois. Et s'il l'avait fait, il finissait 5. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et puis après, comme tu as dit, il a fait un plat et il finit 12e alors qu'il avait la plaque rouge. Et enfin, je pense qu'il doit se gratter la tête autant que nous. À moins que ma théorie du complot de la semaine dernière s'avère vraie ou un truc du genre et que donc lui, il sait exactement ce qui se passe et il veut pas nous le dire. Mais à mon avis, aujourd'hui, 14 avril, il se gratte la tête autant que nous. Et c'est honnêtement, je pense que le pneu sable, il y est pour quelque chose en finale. J'ai revu, j'ai fait attention, il l'a gardé pour la finale et c'était clairement pas le pneu à avoir. Et ouais, j'ai plus les mots là. Mais semaine prochaine, Cleveland Triple Crown. C'est sa dernière chance de gagner un Triple Crown de l'année parce qu'on sait quand même que Tomac, c'est le mec qui a gagné le plus de Triple Crown depuis qu'elles ont été mises en place et tout ça. Donc, en théorie, c'est un format qui l'affectionne ou en tout cas qui lui réussit. Ça n'a pas encore été le cas cette année. Donc, dernière chance pour gagner un Triple Crown le week-end prochain. Mais là, 15 points de retard sur Hunter Lawrence. Quand on voit la forme d'Hunter Lawrence, ce qui est malheureux, en fait, c'est que même s'il a gagné les 4 prochaines, si Hunter fait 2 à chaque fois, ça suffit pour gagner le titre. Donc, il a même plus le destin entre ses mains. Déjà, gagner les 4 prochaines, c'est extrêmement compliqué, même s'il était dans la forme du début de saison. Mais bon, bah là, ça paraît inespéré et ça suffirait pas. Ouais, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je suis d'accord. Moi aussi, aux essais, je voyais un Tomac plus mobile et moins se faire diriger par la moto, comme on en parlait dans les précédents podcasts. Je sais pas, c'est encore un point d'interrogation. Je pensais qu'on avait retrouvé le Tomac du début de saison après la qualif, mais non. Donc, ouais, gros point d'interrogation, quoi. J'ai pas grand-chose de plus à dire, quoi. Après, j'imagine qu'on peut trouver, si on est un peu délusoire, on peut trouver un peu de confort en se disant qu'il est quelque part. On l'a vu, tu vois, il s'est montré en début de journée, après il s'est dit vas-y je vais faire la sieste, il n'était pas là en finale, mais le Eli Tomac du début de saison est là quelque part, il l'a encore en lui, tu vois. Donc bon, après il s'agit juste de le sortir au moment de la finale. Ouais, Mais enfin, les week-ends passent hein, et se ressemblent pour le coup ces derniers temps. Et 15 points derrière, il n'y a plus le temps de se dire oui, il est là, il est pas loin. Cherchez-le, trouvez-le. Voilà, à un moment donné, c'est trop tard. Hein, le temps passe. le truc que je comprends pas, c'est que Yann Harrison notamment, il en a parlé. Enfin, KTM en a un petit peu parlé à l'équipe télévisée de la télé qui l'ont reporté, mais comme quoi il était revenu à son réglage de Anaheim 1. Et que parce qu'ils ont cherché, ils ont essayé de s'améliorer, au final ils sont pas partis dans de bonne direction ces dernières semaines, et qui s'est dit on va repartir avec notre réglage d'Anaheim 1 qui était quand même pas mal puisque il était à l'aise dessus et performant, et qu'ils allaient y revenir. Mais Anaheim 1 il avait pas le pneu sable. Donc moi c'est là où je m'interroge, c'est en fait pourquoi le pneu sable alors qu'il était très performant sur un pneu plus mixte, et qu'il s'était rendu compte en fait à l'entraînement et en Australie que le pneu sable, c'était pas forcément la meilleure solution, que c'était peut-être pas assez constant. Et là, il arrive avec son pneu sable. Et je pense que la pire chose qui pouvait lui arriver, en fait, c'est de faire le meilleur chrono et de gagner sa hit avec ce pneu sable, parce que du coup, il se dit que peut-être c'est la solution et tout, et il part en finale avec ce pneu sable. Mais alors, le terrain était cuit de chez cuit, défoncé, et je dis pas qu'avec un pneu standard, il aurait fait même une position de mieux. J'en suis pas convaincu. Mais enfin, clairement, ça, à mon avis, c'était une erreur parmi probablement d'autres. Et je pense aussi que, à mon avis, ça, c'est un peu mental et enfin, psychologique à ce stade pour lui. Et tu vois, en hit, quand il se fait doubler par Roxen, je pense que si Roxen réussit le dépassement, Thomas qui finit même pas deux derrière lui, à mon avis. À mon avis, tu te retrouves avec un Thomas qui est encore en train de douter sur la piste et pas sûr de lui, et qui du coup roule pas très bien et finit à la position où il était. Et je pense que l'erreur que Roxen fait lui redonne un petit coup de oh attends là, bah, il m'a pas doublé, j'ai une chance encore, je crois qu'il avait juste Prado devant lui à aller chercher. Et peut-être qu'il était dans sa hit aussi, je sais plus. Mais enfin, des pilotes qui, sur le papier, sont quand même en dessous de lui et qu'il devait battre. Et donc là, il y va et il gagne sa hit. Mais ouais, je suis convaincu que si Roxanne le double, au final, il fait pas un autre dépassement de la hit. Et en finale, c'est toujours pareil, quoi. C'est pendant 2-3 tours, tu as l'impression qu'il essaye, puis après, tu as l'impression qu'il lâche les bras. Et enfin, tu vois, moi, le plat-ventre qu'il fait,
c'est pas une erreur qu'un mec qui a gagné 57 finales fait. Enfin, on a vu James en faire des comme ça, mais normalement, non, tu vois. Et pour moi, c'est un mec qui a un peu baissé les bras et qui est plus très concentré, qui fait une erreur assez basique au final. Ouais, je sais plus sur quoi rebondir de ce que tu as dit, mais pour le plat-ventre, en tout cas, oui, je pense que c'est clairement, il était plus manque de lucidité. Il arrive sur un freinage assis, sur un terrain glissant ouais, manque de concentration là et de lucidité à ce moment-là. Il a trop pris le frein avant et un peu sur l'angle. Après, je sais pas s'il prend aussi un pneu sable pour l'avant. Je sais pas ce qu'il utilise, mais par rapport à ce pneu sable, en tout cas, enfin, ou de manière générale pour les réglages, moi je comprends même pas pourquoi tu as essayé de changer en fait. Je veux dire, tu as été performant, même quand tu tombais, tu remontais, tu as pris un par l'avant, tu t'es relevé, tu t'es rebattu, tu as repris des places, tu as été bon avec ton setup. Donc si c'est vraiment une question de réglage, qu'on a essayé des choses, on n'est pas parti dans la bonne direction, mais pourquoi tu t'es pris la tête à essayer des choses en fait, tu vois. Enfin, là je rejoins clairement ce que Roxane dit, qu'à un moment donné c'est plus à eux, et c'est ce qu'on disait aussi dans les podcasts, c'est aux pilotes à un moment donné de s'adapter à la moto et à la piste, plutôt que de chercher à chaque fois un réglage miracle, parce qu'en plus il y a tellement de choses. Alors, eux, ils ont des meilleures connaissances que moi sur le truc. Mais moi, quand je vois le nombre de choses que tu peux modifier pour arriver à ci, ça, et qu'en fait, si tu modifies ça assez bien, mais avec l'autre réglage là-bas, c'est pas bon. Enfin, tu vois, ne serait-ce que les fourches, par exemple, les fourches et l'amortisseur, tu règles les fourches comme ça, mais si l'amortisseur, et avec ce réglage-là, ça fonctionne, mais si tu mets un autre, ça fonctionne plus. Enfin, voilà, tu as une multitude, du coup, d'options. Et c'est hyper dur d'avoir la moto parfaite, et la moto parfaite sur tous les terrains. Donc quand tu as une base qui est plutôt bonne sur la majorité des terrains, garde-la, reste là-dessus, tu vois. Et à partir d'un week-end même où tu essayes. Après, moi, je suis peut-être trop dans l'inverse, tu vois. Moi, je suis plus quelqu'un qui va avoir du mal avec le changement, donc qui va préférer rester sur ses réglages de base. Que je sois bon ou pas bon, je vais rester dessus, tu vois. Mais t'essayes une fois, t'y as pas été, hop, reviens à ton truc d'avant et tu vois ce que ça donne le week-end suivant, tu vois. Si tu contre-performes encore ou encore plus, ok, cherche un autre truc. Mais à un moment donné, quand tu roules comme tu l'as fait au début de saison, tu peux pas aller. Pourquoi aller chercher autre chose? Tu vois, c'est un peu comme Sexton quand je sais plus, c'est la deuxième ou enfin déjà il y en a une qui gagne et l'autre c'est celle d'avant où il remonte pareil quatrième, Ouais. il part dernier, il remonte quatrième. Et avec l'autre et la semaine suivante tu gagnes. Ces réglages là, je sais pas s'il avait changé entre, enfin je crois qu'un peu il avait changé entre les deux, puisque de toute façon Légèrement, ouais. il a changé tous les week-ends. Mais reste sur cette base-là. T'as fait une remontée de fou. Donc, si t'étais parti premier, tu sais très bien que tu l'aurais gagné. Et la deuxième, tu l'as gagné. Donc, reste sur cette base, en fait. Pourquoi tu vas chercher autre chose? C'est clair. Et puis en plus, Sexton, pour le coup, je trouvais qu'à San Diego, pour la deuxième, quand il fait de la dernière à la huitième place en deux tours et qu'ensuite il remonte jusqu'à la quatrième, il était même meilleur que celle qui gagne la semaine d'après à Anaheim 2, où il a Hunter à ses fesses toute la manche et où tu vois qu'il est un petit peu sur des œufs dans les ornières. Et je suis d'accord avec toi parce que jusqu'à Indianapolis, les courses que Tomac perd, c'est pas parce qu'il est moins bon ou qu'il est moins rapide. Enfin, si, il est moins bon parce qu'il fait des erreurs ou qu'il part pas assez bien et que ça lui permet pas de revenir, et que d'autres le battent. Mais c'est pas un manque de vitesse où tu vois qu'il est pas à l'aise et qu'il y arrive pas, tu vois. Et depuis la pause, c'est vrai que il y arrive juste pas. Alors, il dit qu'à Birmingham, il était malade, mais j'ai envie de dire que Birmingham, c'était la moins pire de toutes, tu vois, depuis la pause. Donc, c'est terrible. Après, je me dis, en tant que fan optimiste, peut-être que Cleveland, le Triple Crown, c'est un petit peu la dernière chance et aussi la meilleure possibilité pour lui de rebondir avec des manches plus courtes. 3 essais en une soirée. Peut-être l'occasion aussi d'essayer trois setups différents, tu vois, en espérant tomber sur le bon dès la première. Il la gagne, il se sent bien et il reste. Mais enfin bon, si c'est avec un pneu sable, il risque de pas gagner les trois. Mais ouais, je me dis qu'en fait, le Triple Crown, peut-être qu'avec des manches un peu plus courtes et trois départs, c'est la bonne opportunité pour tenter de rebondir, même si c'est pas forcément au niveau du résultat, mais tu vois, ouais, essayer des trucs au long de la soirée et avoir une bonne finale sur les trois et se remettre sur le droit chemin. Mais enfin, pour le championnat, de toute façon, comme j'ai dit, il a plus le destin entre ses mains et il faut gagner les 4 prochaines, mais ça suffira peut-être pas et de toute façon, il en est conscient. Mais je pense qu'il est à un stade où, bon, comme il l'a dit, de toute façon, sur le Big USA, il n'a plus rien à perdre. Donc autant tenter des choses au Triple Crown, non?
Ouais, tenter des réglages, je suis pas persuadé. Moi, je lui dirais de tenter de revenir à ce sur quoi il était et de rouler avec ça. Je pense qu'il faut arrêter de chercher, revenir à ce qui fonctionne et arrêter de chercher à changer quand ça fonctionne, en fait. Hmm. Vraiment, je comprends pas. Une chose aussi qui me rassure légèrement, c'est qu'il a dit au team manager, enfin, team manager de KTM lui a demandé s'il pouvait faire des choses ou quoi pour l'aider cette semaine. Et il a dit laissez-moi, laisse ça entre mes mains, quoi. Donc, euh, donc je me dis que lui, il a peut-être une idée de ce qui va pas et il va corriger le tir. En tout cas, je l'espère. Mais bon, encore une fois, ça risque de pas être suffisant. Et par contre, tu vois, je me dis que ces saisons-là, où il gagne pas, mais en même temps, il est pas loin. C'est peut-être les saisons qui font qu'il remplit une année de plus et encore une année de plus. Parce que tu vois, s'il gagne, je me dis que ça y est, il va avoir le soulagement de le championnat qu'il aurait dû gagner, mais son tendon d'Achille a lâché, bah, il l'a enfin récupéré. Et maintenant, il peut. En tout cas, moi, je sais qu'en tant que supporter, je le prends un peu comme ça. C'est que je me dis, tu vois, je m'étais déjà dit, s'il gagne ce championnat de supercross, il peut être nul en motocross, nul en super motocross, et je peux le voir se faire laver les fesses tous les week-ends. C'est pas grave, je serais content, il a gagné ce championnat de supercross, tu sais qu'il aurait dû avoir et tout. On a eu ce dernier, un petit peu, cette dernière super performance d'Eli Tomac, et je serais satisfait, tu vois. C'est aussi probablement pour ça que moi, je suis pas un athlète de haut niveau. C'est parce que je serais satisfait à ce stade-là, alors que lui, s'il continue à rouler, c'est qu'il en veut plus. Mais je me dis que du coup, ces titres où tu sens il a peut-être ce qu'il faut, tu vois. Il pourrait y arriver et il passe, il rate à pas grand chose. C'est ce qui le fait signer une année de plus. Et si l'année prochaine c'est la même, peut-être qu'il re-signe une année de plus. Je me dis que c'est peut-être ces championnats-là qui font qu'il reste dans le sport, non? Sans doute, c'est qu'il voit qu'il est toujours performant et puis en plus qu'il est pas loin, donc ça fait des beaux chèques. Et puis, enfin, quand tu performes en général, c'est quand tu goûtes au succès, je pense que tu apprécies et tu veux pas le laisser s'en aller comme ça, parce qu'en plus, à partir du moment où tu lèves le pied, tu le retrouves pas, quoi. Donc je pense que tant qu'il y est, il essaye de prolonger, mais je suis assez d'accord. Moi aussi, je le vois un peu comme le dernier titre, pas spécialement récupérer celui qu'il aurait dû gagner, tu vois, quand il se fait le tendon d'Achille, mais plus comme bah, j'ai réessayé, j'ai changé de team, j'ai recommencé, j'ai été pas loin et finir sur une bonne note, tu vois, comme quand tu manges un bon dessert et que tu veux finir sur la bonne dernière bouchée, tu vois. Donc là, ça s'adresse pas à ceux qui mangent les crêpes par la pointe, tu vois, c'est pas quand tu la plies en triangle, là, tu la manges pas par la pointe, en fait, tu la manges par l'autre côté. Ah, parce que j'ai encore vu ça ce week-end, ça me déplaît un peu. Mais à part ça, euh, ouais, je pense que s'il gagne, à mon avis, ou alors maintenant il se dit, enfin tu vois là, je crois qu'il avait une option pour l'année prochaine. C'était cette année avec une option. S'il Mm. gagnait cette année, peut-être qu'il prend encore l'option pour prendre des chèques, mais qu'il y va un peu comme un Cooper Webb en motocross. En Oui, c'est ce mode que je me suis dit. Je chill les pense que gars. s'il avait gagné cette année en supercross, il remplissait peut-être que le supercross l'année prochaine. Et, euh, et il essaye de défendre, mais en même temps, s'il défend pas. Moi, après, c'est comme ça que moi je le prends. Lui, il est certainement pas câblé comme nous, hein, en vrai, parce que pour en arriver à son palmarès, t'es pas un être humain moyen, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand je le prends, je me dis, tu fais le supercross, tu te prépares encore, parce que de toute façon, tu sais que ça va être ta dernière, donc autant ne pas le faire à moitié, tu vois. Mais c'est vrai que si les résultats ne viennent pas, tu regardes le positif, et puis après ça, de toute façon, t'arrêtes, et puis c'est bon, quoi. Mm, mm, mm. Mais bon, après, encore une fois, ouais, ça c'est nous. Je sais pas si lui, il est pareil. Parce que là, tu vois, surtout, s'il gagne ce titre-là, c'est sûr que l'année prochaine, c'est sa dernière. Parce que c'est pas comme celui de 2022 où il est en tête du championnat presque tout le championnat, il gagne des courses, après il se fait un petit peu mal, mais il fait quand même des podiums. Et c'était fun, tu vois, sa première année sur Yamaha, tu voyais que la pression était là parce qu'il voulait gagner, mais au final, il a tout gagné. Le championnat avec Sexton, c'était chaud, mais il n'a pas eu de moment de gros doute comme cette année. Tu vois, je pense que psychologiquement, c'était loin d'être sa pire année, celle en 2022, sa première année chez Yam. Et je pense que là, 2026, c'est déjà plus stressant pour lui. Et je pense que c'est le genre d'année qui ouais, te fatigue psychologiquement et qui te donne envie d'arrêter. Ouais, non, mais c'est sûr. Là, il est. Enfin, surtout avec cette fin de saison. Autant avec le début de saison, ça aurait continué comme ça et il gagne le championnat. Je me dis, ouf, ouah, il repart peut-être pour une année et peut-être même encore après, tu vois, parce que tant que ce niveau de forme se maintient. Mais c'est vrai que, et puis surtout que vu que ça reste un point d'interrogation, on ne sait pas ce qu'il a, si c'est vraiment juste des réglages ou lui, la santé, etc. Parce que moi, j'ai
aussi émis le fait que dans ma tête, voilà, il vieillit et peut-être qu'il s'est cramé en fait. Et que là, il essaie juste de récupérer et de sortir la tête de l'eau physiquement. Et ça peut encore s'appliquer ce week-end. Il gagne sa qualif, mais la qualif, bah, c'est moins de temps qu'une finale. Et derrière, ça tient pas. Donc peut-être que en ce moment, il n'arrive plus voilà, du surentraînement, le corps qui récupère moins bien, et il n'arrive pas à se remettre et à performer à cause de son physique peut-être. Mais et si c'est ça, du coup, bah, c'est sûr que, enfin, t'es à la limite avant, enfin, tu commences déjà à prendre la pente descendante, quoi. T'es sur la fin, tu le sais, en termes de performance, pareil. Surtout si c'est le corps qui lâche, ça, tu peux rien y faire, hein. Mentalement, tu peux avoir envie de continuer. Tu vois, ça me fait un peu penser à Reed. Reed qui a tiré, qui a tiré, qui a tiré, mais bah voilà, t'arrives physiquement, ça devient de plus en plus difficile. Mentalement, pareil, en vieillissant, ça, c'est les scientifiques qui le disent, hein. Tu prends tout de suite moins de risques, enfin, t'es beaucoup plus safe, beaucoup plus sur la retenue. Et dans un sport comme le motocross, bah, tu iras moins tenter des trucs, tu perdras des secondes automatiquement à ce moment-là. Et en plus, j'aime pas quand on arrive à ce stade-là pour un pilote. Je pense aussi à nos pilotes français qu'on suivait ou quoi. C'est que ça devient difficile parce que bah, chaque année, tu repars et tu as envie de le voir gagner. Reed, pareil, sur la dernière année, il avait l'objectif d'être le plus vieux à gagner une finale, etc. Donc, ouais, tu avais envie de lui donner quoi, sa dernière finale. Enfin, de lui donner, tu avais envie de le voir la gagner en tout cas. Et après, au final, tu vois que bah, il essaye. Et puis, je me souviens, des fois, ça passait par le repêchage même. C'était difficile. Et c'est là que tu te dis, bah, en fait, non, il n'y arrivera pas. Et c'est dur à accepter, quoi. Tu vois que quand les gars ils partent au meilleur niveau, bah, tu as un peu le sentiment de oh, t'aurais pu continuer, tu vois, on aurait pu continuer à te voir, mais à la fois, tu l'as pas vu, cette descente aux enfers Hmm. arriver petit à petit, qui est, même en tant que fan, elle est dure à accepter. Mais alors, en tant que pilote, j'imagine même pas. Ouais, c'est clair. Après, Reed, il y avait aussi enfin, tout un contexte où il avait pas dit non, tu vois. Et au final, il en a fait trois des teams lui-même presque. Puis il y a eu des blessures qui sont arrivées. Il avait déjà plus de 35 ans ou presque. Tu vois, je pense en 2018 quand il arrive et qu'au final, il a même pas une semaine de moto dans les pattes et qu'il roule, il a encore la cheville cassée. L'année d'après, je crois que c'est l'année où il roule sur la Joe Gibbs Racing et donc sur la Suzuki, c'était un petit peu mieux. Puis après, il y a eu d'autres années où pareil, il était un peu sous-préparé et tout. Donc c'est vrai que Reed, il n'a pas pu terminer dans les conditions qu'il aurait aimé, mais et même lui, tu vois, l'objectif changeait après. C'était de gagner une finale et d'être le plus âgé, ou d'avoir le plus de départs, et c'était plus de gagner le titre. Mais c'est vrai Mm. que Reed, il a été aussi super performant super longtemps. Ouais, peut-être que, comme tu dis, c'est l'âge avec Tomac. Après, je trouverais ça bizarre que ils prennent ce coup physiquement après la pause, tu vois. Enfin, je me dis que alors qu'il n'y a pas de course, il y a un week-end off. Il a quand même du métier, et son père aussi, et il sait gérer normalement sa préparation pour bah, pas se cramer sur un week-end de pause. Mais bon, Ouais, mais peut-être. Ou avec après, tu sais, peut-être il disait qu'il était malade à Birmingham, et peut-être que ouais, c'est de ça qu'il récupère pas aussi. J'en sais pas. Ouais. Ouais, après, il a l'expérience, mais sur de nombreuses années, avec un corps enfin, qui est jeune, qui récupère vite, etc. Et que, bah, enfin, ça, c'est aussi nouveau, hein, la vieillesse qui arrive, le corps tes capacités physiques qui diminuent avec le temps, ça arrive petit à petit. Et week-end off sans course, oui, mais est-ce que lui, il a levé le pied en mode chill, je me repose parce que j'ai besoin de me reposer à mon âge? Ou est-ce qu'il était encore en train d'attaquer? Parce que bah, c'est pareil, je pense que tu vois, le surentraînement, ça te tombe dessus, tu t'y attends pas, tu t'entraînes, tu es performant, tu t'en veux plus, tu t'entraînes, et puis bah, c'est d'un coup que oh, aujourd'hui j'étais faible, et puis bah, la première fois tu te dis pas surentraînement, j'arrête, je lève le pied. Non, ça arrive d'être fatigué des fois, ou ouais, un peu malade, quelque chose. Donc tu continues, et puis au final tu tapes dans les réserves, et puis en plus, bah, plus tu vieillis, plus c'est difficile de se remettre de tout ça. Donc ouais, je sais pas, moi c'est ma petite théorie, pas du complot du coup, mais ma petite théorie sur Tomac. Mais en tout cas, c'est dommage parce qu'effectivement, je pense que là, il est en train de voir le titre s'en aller, et je pense que c'était peut-être la dernière opportunité de l'avoir, ce titre. Ouais, c'est clair que l'année prochaine, Jet devrait être de retour, et ça va être déjà le titre outdoor va être compliqué avec un Jet de retour, Hunter dans la forme dans laquelle il est. Bon, heureusement pour lui, Ken Roczen ne sera pas là, mais il y a d'autres clients. Enfin, Prado, quand tu vois comment il est bon déjà en supercross, tu t'attends à ce que ce soit encore mieux en motocross, et donc peut-être un client pour les podiums et des victoires, peut-être pour le titre, mais après, on en parlera plus tard hein, du championnat de motocross, mais
on a tendance, là, tu vois, on sait que Digan, il est en super forme, il va monter. Hunter Lawrence, il est super fort. Peut-être que Thomas, qui va retrouver sa forme de début de saison pour le championnat outdoor. Mais il y a quand même une vraie possibilité que Hunter et que Jet, ils disent non, non, mais les gars, vous faites un championnat pour la seconde place. Je suis Jet Lawrence. C'est pas parce que j'étais absent qu'il faut m'oublier. Quand je suis là, il n'y a personne. Ouais. C'est quand même. On n'a pas envie de penser à cette option parce que c'est sûr que ça rend les courses beaucoup moins sympas. Mais c'est une vraie possibilité aussi. Hein. C'est qu'en vrai, probablement que le niveau de Jet est un cran au-dessus de tout ce qu'on a vu jusque-là cette année. Quoi. Ouais, c'est vrai que je suis encore curieux à chaque fois qu'il revient de blessure de savoir où est-ce qu'il va revenir. On sait qu'il sera bon, mais est-ce qu'il sera justement dominateur ou juste est-ce que ça aura un peu nivelé le niveau et à ce moment-là, on se retrouvera avec vraiment de la bataille et à pas savoir qui va gagner dès la première épreuve. Mais ouais, ça va être intéressant. Mais pour revenir sur Tomac, deux manches de 30 minutes en plein été. C'est un terrain de motocross. Là, si c'est physique, le problème, ça me semble chaud patate de performer en motocross. Après, peut-être que du coup, ça ne l'est pas et que c'est que des réglages. Et dans ces cas-là, on va voir. Après, si le problème c'est un surentraînement, en 5 semaines, il a le temps de récupérer et de retrouver la forme du début de saison et de tenir deux manches de 30 minutes. Parce que ça, tu vois, il les tenait l'année dernière, les deux manches de 30 minutes et deux tours. C'est pas non plus en un an de plus que d'un seul coup, il va rien avoir pour les faire. Non, mais enfin, déjà pour s'en remettre, faudrait arrêter. Enfin, le surentraînement, faudrait même pas rouler le week-end, quoi. Vraiment laisser ton corps récupérer. Et tu vois, c'est ce qu'avait fait Ferrandis pendant un moment. Et il s'était mis out et il faisait rien que, je sais pas, des balades à poney et c'est tout. Donc, donc ouais, moi je vois difficilement, surtout dans la position dans laquelle il va pas s'arrêter là, Tomac, faire une pause si c'est du surentraînement pour pouvoir récupérer et être prêt pour l'autre d'or. Donc il va aller jusqu'au bout. Et je pense, enfin, il dit qu'il teste, etc. Je pense qu'il roule quand même la semaine. Donc même s'il lève un peu le pied pour essayer de récupérer, il fait quand même des efforts et à intensité max, notamment sur les courses. Donc je suis pas persuadé qu'il arrive en très grande forme sur l'autre d'or, quoi. Pour vraiment terminer avec Tomac, le résultat du coup cette semaine est pire, mais il fait quand même meilleur chronos dans les deux séances d'essai et il gagne sa hit. Avec donc un pilotage quand même qui laisse entrevoir un retour vers du positif. Du coup, pour toi, est-ce que l'état global d'Eli Tomac continue de se dégrader ou est-ce que tu as l'impression que ça retourne plus, que ça tend vers une amélioration maintenant? Parce que moi, j'aurais tendance à penser que ça tend vers une amélioration malgré une grosse contre-performance encore en finale. Mais c'est vrai que si Ouais. tu regardes que les résultats de la finale, la tendance ne serait pas vers une amélioration. Mais il était combien avant de faire son plat-ventre? Parce que Il il a pris. était, j'ai envie de dire qu'il était 8 ou 9. Ouais, bon, c'est quand même pas flamboyant, mais c'était quand même mieux que 12. Pour le coup, il passe son pire résultat dans ces cas-là, s'il avait fini. Parce que c'est ça, son pire résultat, c'est 12, là, il l'a égalé. Ouais. Donc, ouais, moi aussi, j'ai envie de dire, bah, en repensant aux essais et à la qualif, que ça tend à être un peu mieux. Je confirme qu'il était 8 avant sa chute. Ouais. Donc, bon, même avec ça, oui, j'opte, si je dois en choisir une des deux, je dirais que c'est un peu mieux. Hmm. Mais Mais bon, on sinon, parle de 15 points derrière et de se battre pour la victoire. On parle pas de est-ce qu'on va revoir Thomas derrière une grille de départ ou regagner une finale un jour. Donc il y a quand même urgence et c'est peut-être déjà un peu trop tard, quoi. ouais, moi, là, je suis déjà à me demander. En fait, avec tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, évidemment que j'aimerais le voir encore se battre pour le titre, mais je suis plus à me demander est-ce qu'il va en regagner une cette année, tu vois, en supercross. Et donc, est-ce que la tendance vers l'amélioration, on laisse penser qu'en 4 semaines, peut-être qu'il peut en regagner une, ou est-ce que là, il n'y a rien qui laisse penser qu'il en est capable Après, j'ose espérer que ça peut s'améliorer aussi vite que ça s'est dégradé, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'avec Thomas, en vrai, on est sûr de rien. À tout moment, il arrive un autre week-end, puis il domine et d'un seul coup, bah, il performe. Donc, Et est-ce qu'au final, c'est pas un petit peu à l'image de ce qu'on a vu en championnat du monde de Supercross, tu vois, où à Vancouver, il était très bon, et ensuite on arrive en Australie, et bah, de manche en manche, c'était de pire en pire en Australie, tu vois. Puis après, à Anaheim, il arrive, et à nouveau, c'était très bon. ouais, c'est sûr. Après, sur le championnat du monde, bon, je pense qu'il en avait rien à faire. Donc, il s'est pas pris la tête quand il a vu qu'il galérait avec ses réglages ou quoi. Il a dit, ouf, je vais pas me faire mal ici. Il y a aucun intérêt. J'ai rien à gagner, rien à prouver. Donc, on se retrouve à Anaheim 1. Donc, ouais.
Après, forcément, c'est des championnats plus courts, donc c'est difficile de faire une généralité. Est-ce qu'on voit exactement la même chose? Mais est-ce que Tomac ne serait pas Rogzen et Rogzen ne serait pas Tomac finalement à faiblir en fin de championnat? C'était la rumeur à chaque fois sur. Enfin, la rumeur, plus ou moins avérée quand même sur Rogzen qui faiblissait sur les fins de championnat. Bah là, c'est à Tomac de faiblir. Donc, ouais, je sais pas. Ah, ils ont peut-être échangé les corps. Bon, sinon, un truc que j'aimais bien au niveau de la piste à Nashville, c'était le mur avant le sable et les vagues dans le sable. Pour faire 3, du coup, c'était spectaculaire, c'était cool, ça faisait une différence. En plus, surtout quand tu faisais 3 vers l'intérieur. Donc ça, à la limite, si c'est un obstacle qu'ils veulent garder pour le futur, ben, grand bien leur face, qu'ils n'hésitent pas. Et j'ai envie de te demander, le championnat Supercross n'est pas terminé, mais après maintenant 13 épreuves, on a quand même, je pense, assez de données pour se faire une opinion. J'ai envie de parler de Sexton par rapport à Prado et de KTM par rapport à Kawa. Parce que, est-ce que n'empêche que maintenant, arrivé au mois d'avril, on n'a pas suffisamment d'informations et de données pour se dire que même si Prado, dans la forme, c'était pas correct, dans le fond, c'était peut-être vrai ce qu'il disait. Euh, Bah, même si c'est vrai, dans ce cas-là, si tu pars du principe que c'est vrai, tu vois Sexton qui a quand même réussi à gagner une finale de Supercross avec, qui a fait de grosses perfs comme on connaît Sexton, mais il a aussi fait beaucoup de déchets et une absence. Et donc, est-ce que c'est. Je suis pas persuadé que. Enfin, je sais pas, je pense pas que tout le monde aurait exactement le même avis sur cette moto. Et je pense que Prado avait quand même l'habitude de cette KT, tu vois, et que juste, ne serait-ce que d'avoir changé, et après, du coup, peut-être pas changé pour la moto peut-être la plus simple à rouler. Euh, ou c'est pareil, enfin, tu vois, vu qu'il roule pas avec des motos d'origine, je sais pas, parce qu'à la fois, la première fois qu'il est monté sur la Kawa, il l'a essayé bien en avance et en comparaison avec sa gaz-gaz, puisqu'il roulait encore avec la gaz-gaz, tu vois. Bah, là, elle était magnifique, machin. Alors évidemment, après, il voulait signer et il voulait venir aux US. Et puis, si ça se trouve, c'est la seule option qu'il avait. Bon, je pense pas, mais bon. En tout cas, 2 3 ans, etc. Donc il en disait que du bien. Et puis après, au final, arrivé en course, largué complet. Et puis lui, tu le voyais carrément abandonné complet. Donc tu avais l'attitude avec et qui montrait, tu vois, c'était pas représentatif, je pense, des performances de la moto. Les performances de Prado, en tout cas. Après, est-ce que du coup, cette moto a quand même un handicap quelque part? Je sais pas. Après, je sais que Sexton, je trouve que c'est souvent une année pour apprendre et l'autre année pour performer. Donc, pareil, il a signé 3 ans. Bon, malgré toutes les rumeurs qu'on peut voir passer sur Facebook où il est habillé en Triumph, ou alors ils font des montages avec un côté gaz-gaz, un côté non, un côté KT, un côté Triumph, un côté Kawa, tout mélangé Ouais, parce mais ça, que c'est des poissons d'avril. ouais, mais pas que le 1er avril. Et donc ouais, je pense que sur 3 ans, tu vois, il va peut-être réussir à. Déjà, je pense que s'il performe cet été en outdoor, ce sera un soulagement et ça va l'aider parce qu'on sait que le garçon il est aussi très mental, donc ça va beaucoup aider. Et tu vois, sur la KT, c'est un peu ce qui s'était passé en Supercross. C'était pas terrible, enfin il était pas super content de la moto la première année. Même il disait à la pré-saison, la conférence de presse, que ça avait été compliqué, enfin jusqu'à la semaine précédente ils avaient changé le châssis ou je sais pas trop quoi. Et l'année suivante, par contre, il disait qu'il avait une meilleure base, qu'il avait pu rouler, s'entraîner pendant l'hiver plutôt que de tester, etc. Donc voilà, ça me laisse penser à voir est-ce que ça va rester sur cette dynamique pour Sexton et il va réussir à trouver ce qui lui convient. Mais en fait, j'aimerais voir un Jet sur la Kawa, tu vois. À chaque fois qu'il y a un mec qui parle mal d'une moto, j'ai envie de lui dire Jet, va, s'il te plaît, et montre-moi. Et toi, dis-moi, tu vois, si ça fonctionne vraiment pas bien ou s'il y a quelque chose avec cette moto. Parce que euh, on sait que Sexton il recherche un peu la perfection, tu vois, sur la moto. Et il y a des moments où aussi bon qu'il est, voilà, tu devrais rouler et t'adapter. Pareil, tu vois un Roxen sur une Suzuki des années 15 qui performe sur une moto qui visiblement sur le papier est quand même en retard par rapport à toutes les autres. Donc après, même si rien n'est d'origine et que tout est développé, si ça se trouve, elle est pas si mal que ça, mais ça n'empêche que, voilà, ou alors je mettrais pas forcément que Jet non plus, pour arrêter de parler de Jet, Jet, Jet tout le temps, mais même un Roxen monte sur la moto et toi, dis-moi ce que t'en penses, parce que je trouve qu'il a cette faculté quand même de s'adapter à la moto plus ou moins facilement, Roxen. Donc,
Ouais, je sais pas. Pour le débat KT Kawa, est-ce que Kawa est vraiment euh, avec un handicap sur cette 450, je sais pas. Moi, je trouve quand même que du coup, les performances, pour pas parler que de résultats, mais les performances des deux pilotes depuis le mois de janvier, tendent quand même à montrer que Prado, encore une fois, hein, dans la forme, les commentaires étaient vraiment pas corrects, mais il n'était pas complètement à côté de la plaque, peut-être, tu vois. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose avec la moto qui faisait qu'il n'arrivait pas. Et quand tu vois là, enfin, je trouve qu'il surperforme un petit peu quand même en supercross. Évidemment, un pilote de son calibre, on pourrait dire qu'il devrait faire des podiums plus souvent. Enfin, je pense que si on écoute DV, il aurait tendance à te dire que les pilotes de GP qui partaient aux US, ils faisaient mieux que lui il y a 20 ans. Mais moi, je trouve que, surtout par rapport à ses résultats de l'année dernière en supercross et en supercross, il a très peu roulé en plus. Je trouve qu'il surperforme un petit peu Prado. Et à l'inverse, Sexton, je trouve que c'est une année d'apprentissage qui est quand même vraiment compliquée cette année avec la Kawa. Même si cette semaine, par contre, c'était vraiment pas mal. En plus, quand j'ai vu sa petite cabriole aux essais, je me suis dit, oh là, c'est reparti pour un week-end qui va être très long pour Sexton. Au final, il n'est pas bien parti je dis tout le temps au final en finale, mais bon, il n'est pas bien parti en finale. Et petit à petit, il a fait son chemin, il a doublé les pilotes pour revenir à une quatrième place qui était quand même très solide. Et je trouve que c'est un peu une finale à l'image de celle qu'il a faite à Détroit quand il est revenu, où il n'y a rien de flamboyant, mais en même temps c'est du solide et c'est un petit peu ce que tu as envie de voir de Sexton avec ce retour de blessure. Et le voir en fait empiler petit à petit les courses et les résultats solides avant d'aller chercher plus de vitesse de pointe et des victoires, quoi. Ouais, après, à la fois, je voudrais revenir aussi sur la comparaison des deux pilotes. C'est qu'on compare un pilote qu'on attend à gagner le championnat et plusieurs finales dans la saison à un pilote qui vient un peu d'arriver et s'il fait top 5 c'est bien. S'il fait podium, c'est waouh. Et puis s'il gagne, personne ne s'y attend. Donc c'est aussi difficile de juger la moto et sur les performances. Euh, Après, quoi qu'il en soit, si du coup on reste juste sur le pilote, Sexton sur la KT versus Sexton sur la Kawa, oui, je pense que c'est en dessous de là où il était sur la KT, pour le coup. Mais voilà, on est avec un pilote qui recherche la perfection et qui, je pense, est un peu perdu au milieu de tout ça. Et que une fois qu'il aura trouvé ce qui lui convient et ce sur quoi il est à l'aise et que mentalement, du coup, il met tous les feux au vert, on, on aura le Sexton même sur une Kawa qui performera et qui gagnera des courses et qui se battra pour le titre. Oui, je pense aussi, mais ouais, c'est vrai que première année à première année, et puis enfin, ça se trouve que en outdoor, la tendance va complètement s'inverser. Sexton va gagner des courses et Prado, même sur une KTM, aura du mal à accrocher le moindre podium, et que ça se trouve que je vais ravaler mes mots. Mais c'est vrai que tu vois, l'année dernière, quand j'entendais Prado critiquer ouvertement la Kawa, je me disais c'est honteux, tu devrais pas parler comme ça et tout. Puis en plus, redescends parce que c'est probablement toi le problème. Et quand je le vois cette année, mais après, effectivement, là, c'est aussi en supercross, je me dis, tu vois, enfin, il remonte beaucoup dans mon estime, Prado, parce que je me dis, bah, en fait, même si, encore une fois, c'est honteux comment tu parlais du team, etc., parce que, enfin, de ce qu'on entend de toutes les autres sources, même si la moto lui convenait pas, tout le monde travaille énormément pour essayer de lui donner une moto qui lui convient, et il avait l'air parfois de manquer un peu de respect envers les personnes avec qui il travaille. Euh, Là, quand je le vois, je me dis, peut-être que tu n'étais pas complètement à côté de la plaque non plus dans ce que tu disais, quoi. Moi, je pense qu'il était à côté de la plaque dans le sens où la moto te convenait pas, mais dire que la moto était merdique et que du coup personne, enfin qu'on lui donnait pas les outils pour performer, tu vois, c'est là que, enfin pour moi, il y a quand même une remise en question à faire et c'est pas on ne donne pas les outils parce qu'effectivement même Brock Tickle était passé, elle disait ouais c'est dur à entendre parce que on se démène, on fait le max pour écouter. Il avait pris Reed justement pour essayer un peu de faire la traduction et dire ce qu'il voulait, trouver ce qu'il voulait. Donc les gars ils avaient l'air de s'arracher pour lui donner la moto qu'il voulait. Et l'autre derrière disait ouais on me donne pas les outils et en gros je peux pas performer avec cette Kawa. C'est ouais tu n'arrives pas à performer avec la Kawa, mais je pense que ça veut pas dire que la Kawa elle est ridicule et elle est éclatée, tu vois. Je pense que ça veut juste dire que effectivement tu as toujours roulé sur une KT et peut-être que tu as développé de très bonnes habilités pour rouler sur une KTM sur ce châssis qui bon moi je suis pas sûr que je verrai la différence hein, entre une KT et une Yam ou une Kawa. Donc mais je pense pas que tu vois ses propos et du coup en plus ses performances euh,
était justifié. Pour moi, c'est Hmm. toi, tu n'arrives pas à rouler dessus. Mais voilà, Sexton, il a quand même gagné une finale de SXUS. Et là, pour le coup, même avec la KT sur laquelle il a été tout le temps et qui prenait et sur laquelle il a fait des centaines d'heures pendant l'hiver, il n'a pas gagné. Et on verra s'il gagne l'année prochaine. On verra combien de temps ça lui prendra, peut-être pour en gagner une. Et est-ce qu'il va en gagner une, tu vois. Là, on a envie de dire oui quand on voit la progression, etc. Il Mais a gagné peut-être 2 hits quand même. oui. Ben, sur la gaz aussi quand il avait jamais fait de Supercross. Ouais, Donc, Bragadou. mais ce que je veux dire, c'est que finalement, peut-être que Prado, à sa première année avec la KT, il aurait fait les résultats qu'on le voit faire là. Tu vois. Et donc, dans ces cas-là, ben, encore une fois, c'est pas la. Oui, Enfin, puis il y a un tout parce qu'il paraît qu'il était tombé, qu'il avait cogné la tête et qu'il avait pas pu bien se préparer avant Anaheim l'année dernière, alors que cette année il a pu faire un hiver complet où il a vraiment enchaîné les tours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas juste la moto, il y a vraiment un tout qui justifie ses performances de cette année par rapport à celles de l'année dernière. Et puis je suis d'accord avec toi que on le voyait en plus en fait baisser les bras. Enfin, lui il dit qu'il n'a pas fait exprès de pas se qualifier à Butts Creek, mais ça ressemblait quand même vachement à ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont vraiment questionnables au sujet de Prado l'année dernière. Je pense qu'il aurait pu, avec un peu de volonté, de détermination, faire beaucoup mieux sur la Kawa que ce qu'il a fait. Après, je pense que effectivement, la Kawa ne lui convenait pas. Il était pas assez à l'aise et il avait envie de retourner avec son ex. À ce moment-là, elle lui manquait. Il avait envie de retourner sur la KT, quoi. Et il pensait qu'à ça. Il pensait qu'à sa KT. Et sur les dernières courses, etc. Je sais pas depuis quand il était en discussion avec KT pour y retourner, mais ouais, je pense que c'est plus lui. Pour qui ça convenait pas, parce qu'encore une fois, Sexton, il y a quand même podium, victoire, de dernier à quatrième 2 fois, donc il y a quand même des grosses perfs sur cette Kawa, mais après, je suis assez d'accord, enfin voilà, juste pour comparer le transfert de Sexton. KTM versus Kawa, bah, c'est vrai que ça semble moins réussi qu'un Prado de Kawa à KTM. Mais à la fois, si Sexton avait lâché les bras et insulté tout le monde chez KTM, alors il l'a peut-être déjà fait vu que ça se parlait plus apparemment à la fin. Mais en tout cas, il s'arrachait encore pour performer et essayer de gagner avec une moto qui ne lui convenait pas tout à fait. Euh, S'il avait lâché les bras comme un Prado, on se dirait ah bah changement réussi sur la Kawa. Là, il gagne une course, Hmm. il fait des bonnes perches, tu vois. Oui, Donc c'est voilà, vrai ça que remet le, un peu le en standard perspective. n'est pas le même, le standard de comparaison pour les deux. Hmm. Bon, on va parler un petit peu de notre Dylan national parce que il a été déclassé de une place parce qu'il a coupé la piste. Mais au-delà de ça, Dylan, c'était top. Donc, du coup, il finit officiellement sixième. Donc, je pense qu'il était cinquième au passage de la ligne d'arrivée. Il était devant Sexton. Il était dans la route Ken Roczen. J'avais l'impression que ça allait peut-être le faire. Puis bon, il y a eu l'excursion en dehors de la piste. Mais quoi qu'il en soit, Dylan, vraiment bien. Je vais regarder pendant qu'on en parle. Je me souviens plus exactement combien il est parti, mais il est parti quand même d'assez loin pour aller doubler. Alors, techniquement, apparemment, sur la ligne du all shot, il était septième et il finit 6, donc il gagne qu'une place. Mais je pense que sur la piste, il s'est retrouvé un peu plus loin que septième à un moment donné parce que j'ai l'impression qu'on l'a vu quand même remonter pas mal le classement. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, troisième temps au tour en finale. C'est beau parce que, comme je le disais tout à l'heure, souvent il est quand même plusieurs secondes derrière le premier. Donc c'est là que tu te dis, ouais, c'est loin, il en manque. Alors que là, 52-3 pour Hunter Lawrence et 52-5 pour Ferrandis. Donc seulement 2 dixièmes derrière Hunter. Meilleur temps que Cooper Webb qui finit deuxième. Donc voilà, toutes ces choses-là, moi, je prône les temps chrono et je me dis que bah, si tu as un bon physique et que tu arrives à faire ce chrono-là, tu peux le faire toute la manche. Et donc si c'est le cas, bah, tu prends le shot, tu as presque moyen de la gagner, quoi, cette finale. Ou au moins, en tout cas, de faire podium de sûr. Quand tu vois un Cooper Webb avec un 53-3, qui est du coup... ouais, un peu moins quand même d'une seconde moins rapide. C'est encourageant et à la fois un peu frustrant encore. Je me dis, purée, sixième, bon, déclassé d'une position, même si on dit 5, relou parce que bah, c'était peut-être l'occasion de faire un podium là et de se battre devant, quoi. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu sur la fin de la manche derrière Roxen, j'ai fait et puis à la fois, j'étais là, je veux pas que Roxen perde trop de points, mais faire en 10 derrière, bon, bah,
Ouais, là, j'ai dit: «Bah, de toute façon, c'est pas moi qui décide, alors, je vais pas me prendre la tête et je vais pas me faire du mal à dire: "Ah, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que Roxane il passe pas, Ferrandis qui finit devant?" C'est pas moi qui décide. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que c'était encourageant et que ça fait plaisir à voir. On voit qu'il a de la bouteille sur les terrains secs, du sud de la France, en 85. Les vidéos là qu'il y a, sur internet, ça lui a servi. Donc c'est cool à voir. Ouais, puis, je suis en train un petit peu d'essayer de regarder son tour par tour parce que j'ai l'impression que physiquement, ça tenait pas trop mal aussi, pour Dylan, ce qu'on n'a pas vu depuis quelques années et même je trouvais qu'en début de saison, il avait des 1 moitiés de finale qui étaient assez bonnes et qu'en deuxième moitié, ça avait tendance à baisser un petit peu de rythme et là, il avait l'air de tenir la cadence et d'aller de l'avant, tout du long jusqu'à cette petite sortie de piste et j'ai envie de dire que bon départ ou pas bon départ, sans la sortie de piste, j'ai l'impression que le podium était possible. Alors peut-être qu'il se serait fait quand même prendre par Sexton à la fin, peut-être pas, parce que ça roulait vraiment pas mal. Et ouais, je pense vraiment que le podium était possible, même sans un meilleur départ, juste en évitant cette sortie de piste. Donc, euh, donc c'est top. Après, je sais qu'il était un petit peu frustré pour la pénalité, qu'il a dit que bah, il est sorti de la piste, il a perdu une position, et après il s'est retrouvé en fait en longeant l'extérieur de la piste, il s'est retrouvé à contresens sur le circuit, et donc il a choisi de faire demi-tour parce que c'était limite le plus pratique et le plus safe selon lui. Moi, je pense que les règles sont les règles. Tu as Jeremy Albrecht qui est revenu dans le comité de sanctions de l'AMA et Ezra Lusk qui a décidé de partir parce qu'il en avait marre de se faire tout le temps critiquer dans tous les sens parce que c'est pas ce qu'il voulait à la base. Et enfin, il a exprimé que lui, ce qu'il voulait, c'était aider les pilotes et donc il était là pour donner un point de vue de pilote quand le comité se réunissait pour appliquer des pénalités et qu'au final après bah, il se faisait incendier limite par les teams quand il leur mettait des pénalités alors qu'il ne le décidait pas tout seul en plus. Donc bon, de toute façon, c'est un genre de poste où tu es perdant quoi qu'il en soit, hein, c'est un travail ingrat, comme on dit. Donc lui, il a lâché et Jeremy Albrecht, qui faisait déjà partie de ce comité quand ils l'ont mis en place il y a quelques années, est revenu et ils ont décidé d'être un petit peu plus, comment dire, objectif en fait, appliquer les règles bêtement et apparemment, c'est ce que les teams veulent. Ils veulent pas trop que ce soit nuancé, qu'il y ait trop de jugement humain derrière. Donc voilà, il a coupé la piste malheureusement. On parlera aussi de Seth Hamaker qui a fait un petit peu la même chose en 250. Après, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, à ce stade, tu vois, cinquième ou sixième sur le papier, peut-être que lui, ça change quelque chose au niveau de ses bonus. J'en sais rien. Je sais pas du tout comment son contrat est fait. Mais quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'il avait l'air de dire dans son interview avec Pulp MX, il prenait le positif, il voit comment il a roulé, comment il se sentait sur la moto, et il était quand même super content, et il y a de quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, il a quand même, coupé un bon bout du fromage. Là, il a été gourmand, le Féfé, parce que, il avait moyen en plus, les bottes de paille, elles étaient pas toutes collées. Il avait moyen de quand il longeait, tu vois? Et puis il était pas sur la trajectoire principale non plus, tu vois? Tu dis que j'ai même pas vu moi qu'il était, à l'envers en fait sur la piste. J'ai l'impression qu'il était là où les 2 pistes se rejoignaient du coup, entre les 2, et il avait possibilité en fait de longer le sable et de rentrer, à côté du gros, truc là, du le sorte de gros Mais je botte de crois que paille, vraiment, au niveau de l'intérieur du virage, il n'y avait pas d'entre-deux, hein. Je crois qu'il y avait juste après l'espèce de cercle qui délimite ouais. l'intérieur du virage, je crois qu'il y avait qu'un seul ballot de mousse qui séparait la gauche et la droite. Il n'y avait pas Ouais, de mais quoi voie qu'il entre arrive, les deux, je crois. il me Mais... semble qu'ils étaient pas collés, de toute façon, les bottes Hmm. de paille entre elles, dans le sable et même, le long de la ligne de départ. Alors après, s'ils rentraient le long de la ligne de départ, ils rentraient à l'envers, effectivement, mais en tout cas, le long du sable, je pense qu'il aurait pu passer à côté justement de ce truc, rond pour faire le tour de ce virage-là. Là, il l'a carrément mangé et c'est dommage parce qu'en plus, du coup, quand je l'ai vu dessus, pareil, après, il se retourne, il enlève un tir-off, tu vois qu'il pousse pas dans la ligne droite, mais c'est trop tard. Donc j'avais même envie de lui dire: «Bah, arrête-toi dans la ligne droite, lève la main et repars», tu vois? Pour montrer, bah, Ouais. j'ai coupé, mais regardez, je prends le temps. Mais à la fin, on rentre quand même dans bah, on applique la règle. Il a coupé, oui, c'est arrêté, mais comment tu fais Hmm. alors s'ils prennent sur des secteurs, pour savoir, tu vois, s'il a gagné du temps ou pas, le secteur, il va jusqu'où, tu vois? Donc c'est pareil, s'il s'est arrêté après ce secteur, bah, tu beau t'arrêter, mais dans le secteur, tu as gagné du temps, donc voilà. Donc Je non, je pense pense que qu'il si aurait tu t'arrêtes en dehors de la piste, tu vois, admettons que tu vas couper un bout parce que c'est la manière la plus simple de revenir sur la piste. Tu t'arrêtes pour t'assurer que tu gagnes pas du temps et tu montres que tu fais tous tes contrôles pour revenir en toute sécurité. Je pense que là, on pourrait dire que tu n'as pas enfreint la règle. Mais si tu rentres sur la piste et que tu t'arrêtes après pour pas gagner l'avantage et tout ça, à mon avis, là, c'est trop tard. ouais et puis, enfin voilà, là, en plus, il avait déjà perdu pas mal de temps, donc prendre 5 dixièmes, une seconde, ouais.
1 ou 2 secondes de plus à faire le tour du virage, ça n'aurait pas changé grand-chose et il aurait eu cette 5e place en fait. Donc c'est dommage, mais je pense qu'effectivement il était dans la précipitation, il savait qu'il était sur un bon résultat. Du coup, il voulait pas le laisser s'en aller et il a pris cette décision. Mais ouais, c'est dommage, mais en tout cas, effectivement, c'est encourageant. Après, je pense que la piste LED, quand la piste est glissante comme ça, elle est moins rapide. Et je pense que Ferrandis, il manque quand même un peu de vitesse en Supercross, puisque sur toutes les autres finales, il était souvent plusieurs secondes derrière la pole en finale, du meilleur temps en finale. Donc, je pense que là, c'est un terrain qui l'aidait quand la vitesse est ralentie, ça l'aide, mais ça reste quand même du coup encourageant parce que bah, là où tous les autres ralentissent de plusieurs secondes, lui en tout cas, il ralentit pas, voire il est un peu plus rapide que sur les autres types de pistes. Donc bah, c'est cool et ouais, juste un petit peu frustré du coup que ça se finisse en 5 ou 6e place sur le papier plutôt qu'un podium qui était faisable. Ouais, moi ça va, je suis pas déçu. J'ai juste hâte du coup de voir s'il peut confirmer à Cleveland. En plus, pareil, Triple Crown, donc 3 chances de faire un bon résultat, tu vois. J'ai envie de dire que si le résultat du général de l'épreuve, il est pas bon à Cleveland, mais qu'il nous fait une finale où il est 4 ou même 3, je serais content, tu vois. Là, j'ai envie de voir des coups d'éclat de Ferrandi sur un stade où je compte pas les points pour lui, je compte pas trop le placement au classement final. Et juste, ouais, j'ai envie de voir des belles perfs et des coups d'éclat. Et ensuite voir si c'est une bonne si c'est un Dylan Ferrandis en bonne forme qui peut arriver en outdoor, quoi. Ouais, et là, t'imagines sinon un Dylan Ferrandis qui au final performe comme un Roxen sur le tard en Supercross, il se met à gagner l'année prochaine et tout là. Bon voilà, j'ai juste envie de faire En, un petit truc comme ça où je rêve quoi. en SX. Ouais, en SX, ouais, même en MX parce que en MX c'est pareil, j'y crois plus trop moi qui sera aux avant-postes en MX, j'ai J'aimerais, l'impression que j'aimerais bien qu'il fasse une super saison MX pour qu'il vienne aux Nations à Ernée. Tu sais que les Nations en France, ils seraient chauds pour faire le déplacement. Et ça et que serait cool Ducati de le ils ont les voir. ronds donc les 80 000 ils les donneront à la FFM là. Ouais, mais Enfin, ils les paieront pour faire venir la moto, pas pour la payer à la FFM, mais parce que oui, c'était c'est ça la ça. question sur la YAM, ils devaient C'est payer Yamaha 80 000 demandait, pour. enfin, il demandait 12 000, je crois, pas 80 000, hein. Oh non, Je bah, crois pour qu'il 12 demandait 000, 12 là, 000 pour pour 12 000, envoyer je la les aurais moto. donné pour 12 000 pour voir faire un 10. T'aurais fait une cagnotte. Bah oui, une cagnotte litchi, tu la trouves. Mais Romain Pape, c'est ce qu'il avait fait là. Il avait pas d'assurance ou je sais pas trop quoi là. Quand il est parti aux États-Unis l'année dernière, l'été dernier. Hmm. Et du coup, il avait fait une cagnotte litchi. Je crois qu'il avait gagné plus de 10 000 balles. Donc non, je la lançais la cagnotte pour 10 000. Non, je crois que c'était 80 000 pour Ok, faire peut-être. pour faire importer les motos et tout le truc quoi. 80 000, ça me paraît quand même vachement excessif, mais peut-être, je te dis pas. J'essaierai de la retrouver. De toute façon, elle était sur le Big, je crois, l'interview. Ouais. Bon, on y a passé quand même beaucoup de temps. C'est tout pour les 450, non? Ouais. Ah, Vince Friese, quand même, 15e, il fait des bons résultats, hein, mine de rien, Et il est plus en le négatif du Vince. coup sur le championnat. Je crois pas. J'avoue que j'ai pas regardé. Je connais l'écart entre les 3 premiers et c'est tout ce qui m'intéresse à ce stade. Euh, Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram de MGT Design, @mgtdesign-mx, pour commander votre kit déco dès maintenant. C'est des kits déco 200% perso. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes les couleurs, toutes les finitions, tous les motifs, tous les logos. Il y a vraiment tout. Et voilà, ça va donner un petit coup de neuf à vos motos anciennes et usées. Et puis, si la moto est déjà neuve, ça va juste la rendre encore plus belle. Donc, n'hésitez pas, allez-y tout de suite. Et puis, toujours sur Instagram, @mgtdesign-racewear. Ça, c'est pour les tenues et même délire. Tenue proche du corps, qui rentre pas dans les fesses. Je le répète toutes les semaines, mais c'est quand même bien de le préciser parce que si vous êtes comme Ryan Hughes et que vous roulez sans caleçon, vous voulez peut-être pas un pantalon qui vous rentre dans l'arrêt. Donc, avec MGT Design, vous avez un pantalon qui reste bien en place et qui rentre pas dans l'arrêt. Donc, faites-vous plaisir, allez sur leur page Instagram et commandez votre tenue. C'est pareil, il y a des modèles déjà pour vous donner des idées. Vous pouvez commander ce que vous voyez sur la page ou alors créer quelque chose vraiment à partir de zéro. Donc, il n'y a plus de raison d'attendre, allez-y. Nous, on parle tout de suite des 250 du Supercross de Nashville, avec un Cole Davis qui, lui aussi, a complètement pris le contrôle du championnat, avec ses 19 points d'avance. Encore une leçon de pilotage et une 12e victoire pour Yamaha en catégorie 250. Ouais. Mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a gagné que Yamaha en 250. Bah, il y a une victoire de Kawa par Amaker à Ah oui, il Daytona. y a Maker qui gagne. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est pauvre. Hein. Et
Bon, si Ouais, tu veux, on peut ben parler directement de Cesc Amaker parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Cole Davis, hein. non, C'est chaque il a semaine déroulé. la même chose, ça roule super bien, ça gagne des courses et puis enfin, s'il se fait pas mal, il va gagner ce championnat, hein. C'est pareil, il leur reste même pas 4, il leur reste 3 en 250 à l'Est avec un face-à-face à Salt Lake City, évidemment. Donc là, Cleveland la semaine prochaine, Triple Crown, c'est pour eux. Qu'est-ce qu'il y a entre Cleveland et Denver? C'est Philadelphia, donc c'est aussi à l'Est. Donc ouais, c'est ça, eux, il leur en reste 3. Et après, c'est fini. Euh, donc ouais, on passe à Maker. Maker, il a dit qu'il était temps de prendre un petit peu plus de risques parce que de toute façon, le championnat commençait à s'éloigner. Donc c'est ce qu'il a fait. Je trouve que la première erreur, bah, c'est vraiment du Hamaker qui roule un peu sans trop réfléchir, sans faire attention. Il saute vachement à gauche et puis il va quand même pour sauter le double alors que bah, il est à ras des bottes de paille, pas trop en équilibre et il en raccroche une. Il coupe la piste en se relevant. Clairement, en plus, il redouble un mec qui était en train de le doubler en coupant la piste, alors que c'est pareil, il pouvait contourner. Et du coup, il est pénalisé de 2 places. C'est pareil, il était fâché. Moi, je trouve que c'est normal. C'est encore une fois application de la règle bête et méchante, mais il pouvait clairement remettre sa moto dans le bon sens pour rouler, prendre le virage et prendre les hoops normalement. Et même lui, j'ai trouvé que c'était limite presque un petit peu dangereux, quoi. Ça va que l'autre derrière, il arrivait pas pleine balle, qu'il l'a vu venir et qu'il a anticipé un petit peu parce que lui, il rentre vraiment sans faire attention, sans même regarder à gauche s'il y a quelqu'un, il y va comme s'il était tout seul, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le premier avis que j'avais, c'est ouah, c'est sévère et tout. Et puis j'en reviens à, ben oui, non, la règle, c'est la règle, à ce que je prenais quand on a parlé justement beaucoup des sanctions. Et en vrai, en fait, je pense que mon jugement là-dessus, et donc je rejoins, je comprends, on va dire, à ma cœur, c'est que c'est plus, pour ça, c'est relou, 2 positions en plus, tu vois, il perd le podium. Pour ça. Donc tu te dis, purée, c'est relou, mais à la fois, en fait, bah, tu as juste envie de lui dire, bah oui, pourquoi tu passes pas derrière? Enfin, la règle, c'est de le contourner dans un sens et pas dans l'autre. Pourquoi tu le prends comme ça? Parce que c'était possible, encore une fois, t'es pas tombé dans les bottes de paille et t'avais pas d'autre solution. C'est que là, tu avais juste au lieu de repartir tout droit comme ça, à faire ça et donc perdre un petit peu plus de temps, mais à la fois prendre la piste dans le bon sens. Et c'est vrai que la façon dont il rentre, heureusement que l'autre ne recoupait pas, il prenait pas tout à droite, par exemple, parce que ça aurait pu, ça aurait pu être carnage. Mais donc oui, au final, je suis d'accord, il est pas content, mais il fallait réfléchir un peu avant, passe derrière ce plot, quoi. Tu as un plot, tu dois pas passer devant, tu passes derrière. Et surtout, enfin, si on en a déjà parlé dans les précédents podcasts, c'est qu'il y a déjà eu des situations. Les gars, venez, on fait une réunion là, on en discute et on se leur dit faites attention, ne coupez pas la piste. Oui, clairement, à la 13e épreuve du championnat, même si lui, il n'en a pas roulé 13, j'imagine qu'il a suivi les courses de l'Ouest, soit depuis les gradins, parce que peut-être c'était pas loin de chez lui, ou alors depuis sa télé. Il est au courant de toutes les sanctions et les pénalités qu'il y a eu depuis le début de la saison. Donc, enfin, ouais, t'as plus le droit à l'erreur, hein, j'ai envie de dire, à la 13e. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. Donc, comme tu dis, réfléchis un petit peu plus. Après, il remontait bien malgré cette erreur. Il était en voie pour terminer deuxième, même si de toute façon il allait être rétrogradé de 2 places. Et puis bon, malheureusement, Daxton Benek fait une petite erreur devant lui et puis il le touche, il tombe. Ça, c'est plus un incident de course. Tu vois, autant, enfin, il a clairement fait une erreur et je pense qu'il aurait pu éviter la chute s'il avait juste coupé et qu'il n'était pas parti pour sauter son triple alors qu'il était à moitié dans les protections de piste sur sa première chute à Maker. Après la deuxième, il pouvait pas faire grand chose si ce n'est moins coller Benek, mais dans ce cas-là, tu le doubleras pas. Donc, c'est un peu la faute à pas de chance. Benek, il s'en sort bien aussi parce qu'il avait la moto sur la tête et tout. C'était pas très joli à voir l'image quand il était allongé par terre. Heureusement, il n'y a pas de bobo. Mais c'est ouais, du coup, ça va être le championnat de Davis quoi. De toute façon, Amaker de toute façon, ça roulait bien. En dehors de ces 2 erreurs, ça roulait vite et tout. Même après sa première chute, ça remontait fort, mais il en manque face à Davis. Ouais, je suis assez d'accord sur toute la ligne. Là, pour le coup, pas grand-chose à rajouter. Bon, et du coup, les 250, il reste 2 courses à l'ouest, mais c'est déjà fini depuis. Enfin, le championnat est déjà gagné par Digan depuis la semaine dernière. Il les fait en 250 ou il les fait en 450, les 2 dernières de l'ouest, là, le Diggs? Non, il va profiter en 250 et il va garder la hype de où sera Digan en 450 pour un l'année prochaine. Ah ouais. Ouais, Il c'est va mon se avis, à mon prendre, il va avis. se prendre 2 fois 50 000 plutôt que d'aller Voilà, il va se d'aller faire prendre de plaisir et comme l'expérience. ça, il pourra faire un post Insta et des TikTok en disant 8 in a row, 9.
Puis Avec voilà. la petite croix quand même sur, c'est quoi? C'est la 6e de suite qu'il a pas eu du coup à cause de sa Ouais, pénalité? mais j'ai vu qu'il disait quand même 7 d'affilée. Ça, Mmh. tu sais, c'est un mec, je vais Ouais. pas le dire à la télé, mais enfin, à la télé sur YouTube, il s'en bat les cacahuètes, quoi. Mais j'ai entendu dire que, il voulait pas donner le trophée à Davies, hein. Il a gardé le trophée et Feld est en train d'en faire un autre pour Davies. Ah ouais? Ouais. Mais dinguerie, c'est vraiment non, c'est lui qui fait la loi, en fait. Genre, face à la fédération, il leur pisse à l'arrêt, quoi, et je fais ce que je veux, les gars. Mets ce que tu veux Vous sur me ton papier, par contre, la coupe, je la garde, tu fou, quoi, comme s'il en vous avait pas m'avez assez, l'autre. vous me l'avez donné, j'ai pris la photo au milieu, je la garde. Mais gros, ça me rappelle une coupe de la ville, là, le ROMX Cup que je faisais, le championnat départemental. Les gars, à la fin, il y a un mec et il était prêt à se battre parce qu'il y avait eu une erreur. Enfin, je crois qu'ils étaient partis se plaindre justement d'un mec qui devait être déclassé ou je sais pas trop quoi. Et donc, il l'avait appelé sur le podium. Et après, ah non, bah, du coup, on vient d'avoir les nouveaux résultats, ça devrait être lui et tout. Et l'autre, il était sur le podium, il disait non, non, vas-y, si tu veux, viens à côté de moi, mais je donne pas le trophée. Je le donne pas, je garde. Et je me suis battu, c'est le premier que j'ai et tout. Tu sais, genre, il était là, il était trop un papa en plus, tu vois. Et moi, j'étais là au milieu, et j'étais mort de rire. Et là, l'autre, il fait la même. Il dit, ah, je le donne pas, t'es fou. Sauf que lui, il n'est pas à son premier. L'autre encore, je le comprenais, le papa, là, c'était son premier. Il avait déjà fait les photos avec ses enfants et tout. T'as le démon, tu donnes le truc et tu t'en vas. Mmh. Non, mais voilà, ouais, petit truc par rapport apparemment Digan, refuse de donner le trophée à Davies et du coup Feld est obligé d'en faire un 2e, trophée de 1er. Bon, sinon pour les 250, j'avais rien noté de plus. Voilà, bon, Simonson du coup fait son 1er podium après avoir fait, après avoir eu un 10 sur 10 en freestyle à Détroit. Thrasher aussi qui fait 2, un podium 100% Yamaha. Mais ouais, pas grand-chose à dire de plus sur cette catégorie. Mm. Et ben, on va passer au MXGP de Sardaigne. Et donc, première chose, j'aime pas ce terrain. C'est le premier truc que j'ai noté. Je sais pas pourquoi on va là-bas. C'est un chemin de sable au milieu des buissons. À chaque fois, au niveau public, on est pourtant en Italie et on le voit quand on va à Maggiora ou à Arco di Trento. Il y a toujours beaucoup de monde en Italie, des Slovènes même qui viennent encourager Team Geyser parce que c'est un pays juste à côté. Mais alors en Sardaigne, à chaque fois, il y a 3 pelés et un tondu, je crois que l'expression dit. Donc, enfin vraiment, pas grand monde, pas d'ambiance, ça a l'air d'être au milieu de nulle part. Je sais pas pourquoi on fait un Grand Prix là-bas. Les courses sont, je trouve, j'ai pas un souvenir de oh il y avait une course de fou, une bataille. Enfin le terrain est même pas stylé à regarder. Tu vois, il y a quelques sauts qui sont pas impressionnants, une série de vagues. Vraiment, j'aime pas cette piste. Mais sinon, ce que j'ai noté, bon, Konen encore, qui gagne malgré une chute en plus en MXGP, donc ça, c'est chaud. Tu m'as dit que Erlings avait fait un petit commentaire à ce sujet, je sais pas si tu veux nous le rapporter sur le podcast. Ouais, bah, il a été interviewé là-dessus et sur sa perf, celle de Conan, et sauf qu'il disait que en gros, il devait pas être déçu de finir deuxième parce que Lucas roulait vraiment très bien. Il était à un autre niveau et que d'après lui, même Jet Lawrence aurait eu du mal à le battre. Ce week-end et pourtant il a précisé qu'il apprécie beaucoup Jet, alors pas personnellement mais c'est vrai qu'on l'a déjà vu en faire des éloges en disant que il a longtemps été l'un ou le pilote le plus rapide du monde à une période, mais qu'à l'heure actuelle c'était bien Jet Lawrence mais sauf que là visiblement ce week-end d'après lui Lucas Konen était peut-être même encore au-dessus. Mais du coup, il a dit Jet Lawrence aurait eu du mal ou Jet Lawrence aurait pas pu le battre. Il faudrait que je relise pour te dire précisément, hein, mais je peux essayer de chercher Ouais. pendant que tu Bon, poursuis. quoi qu'il en soit, je vais te dire ce que je t'ai dit quand on n'était pas encore en train de tourner, mais c'est Jet Lawrence, il aurait surtout avec la chute de Lucas Konen, Jet Lawrence, il fait pas de ce week-end. Enfin, je crois qu'on était déjà en train de tourner quand on en parlait. Il y a vraiment un monde où
on est super enthousiaste pour l'outdoor, mais ça se trouve que Jet Lawrence, il nous refait 22-0 enfin, à tout moment hein, cet été. Il y a vraiment ce potentiel avec Jet. Et dire qu'il aurait eu du mal à battre Lucas Konen, je je suis pas forcément convaincu. Enfin, je pense pas que Jet aurait eu plus de mal à battre Lucas Konen ce week-end qu'un autre week-end, tu vois. Mais bon, Alors, attends, parce que c'est peut-être. encore même pire que ça. Si Ah, tu veux que je te précise, j'ai entre vas-y. guillemets, source dailymotocross.fr, les gars. À l'heure actuelle, Lucas est l'homme à battre. C'est lui qui a la pression sur ses épaules. En ce moment, il affiche un tel niveau que je pense que même Jet Lawrence, aussi fort soit-il, n'aurait pas pu suivre Lucas aujourd'hui. Pourtant, je suis un grand fan de Jet. Voilà. Donc déjà, ça veut dire en plus que Erlings qui finit dans la roue de Lucas en deuxième manche, pense qu'il bat Jet aujourd'hui. Ouais, ou que Jet s'intercale au pire, parce que c'est vrai que je trouve que ces derniers temps, il a mûri d'un coup, j'ai l'impression, ce Erlings. Effectivement, il est passé de l'homme prétentieux à le pilote le plus rapide du monde dans sa bio Insta à reconnaître que c'est quelqu'un d'autre le plus rapide et qu'aujourd'hui, il n'aurait rien pour Lorenz. Donc, je pense pas qu'il se voyait être plus rapide que Lorenz, peut-être là sur cette piste, mais peut-être qu'il voyait Lorenz s'intercaler entre les deux, mais pas capable de battre quand même Lucas Konen ce week-end. Mais Ouais. c'est que des spéculations en plus, c'est pareil, on a Hmm. nos avis, on les voit, et, et c'est l'éternel débat de toute façon, MXGP et MXUS, donc ouais, on a un peu les nations pour le voir, et encore, c'est une course particulière, donc je crois qu'à un moment donné, je vais m'énerver et je vais créer un truc, un championnat là sur je sais pas, peut-être 5 courses ou 6. Comme ça, tu en fais 3 en Europe, 3 aux US. Voilà, comme ça, tu voyages bien, tu es bien décalqué, tu es bien mort. Et avec les 10 meilleurs du GP, les 10 meilleurs du MXUS, et puis on fait le point à la fin. Parce que ça commence à me saouler là, le débat. Non, mais voilà. Alors encore plus, Jet Lawrence aurait pas pu le suivre, mais jamais de la vie. Enfin, Jet Lawrence, s'il y en a un qui arrive pas à suivre l'autre, c'est pas Jet, hein. Mm. C'est certain. Donc bon, c'est pas pour retirer quoi que ce soit à Lucas Konen qui roule très bien et qui a rien demandé en plus, hein. Mais mais Jeffrey Erlings là dans ses commentaires, non, enfin moi pour moi il est quand même à côté de la plaque. Plus que Prado avec la Kawa l'année dernière, quoi. C'est c'est quand même assez sensationnel de dire ça. Puis ouais, enfin le pauvre Lucas qui a rien demandé, le pauvre Jet qui a pas non plus demandé à ce qu'on vienne le comparer, et on vient lui mettre un petit tacle comme ça. Mais c'est bien, ça c'est le genre de truc qui motive Jet, et c'est nous qui allons passer un été pourri à le regarder gagner toutes les manches parce que Jeffrey Erlings l'aura énervé, et ensuite il va calmer tout le monde à Ernée en octobre. Merci Jeffrey. Euh, donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, Jeffrey Erlings et le commentaire. Mais sinon, ouais, enfin Lucas Konen, là, ça. Va falloir voir sur des vrais terrains durs, parce que l'année dernière aussi, face à Romain, il avait un vrai avantage quand même sur les terrains en sable. Même si Romain est bon dans le sable, mais pas autant que Lucas. Même si, enfin, de toute façon, après, c'était pas vraiment dur parce qu'il avait pas mal plu, mais en Suisse, on a vu que Lucas, il a pas besoin de sable pour dominer. Et, et le championnat pourrait ne pas être aussi intéressant que ce à quoi on s'y attendait. Elle est lourde aussi cette phrase, mais que ce à quoi on s'attendait en début de saison. Ouais, je suis assez d'accord, et j'avoue que je commence déjà un petit peu légèrement à décrocher le GP. C'était la première année que je le suivais autant. Je pense qu'avec le retour de Erlings, les changements de moto, Geyser Erlings, Vial qui revenait, tout ça, j'avais pas mal de questionnements et j'étais curieux par rapport à tout ça. Et c'est vrai que là, ça commence à s'asseoir un peu. On commence effectivement à avoir un peu Lucas en favori en 450. Un Erlings qui est là, mais qui peine un petit peu. Enfin, je pense qu'il est peut-être légèrement en dessous. Après, ça va dépendre peut-être des pistes, parce qu'on a vu aussi un Erlings très bon jusque-là. Et on a la hiérarchie qui s'installe un petit peu. Alors que c'est vrai qu'avant le début de saison, je ne savais vraiment pas qui mettre devant qui. Il y en a pour qui c'était des gros points d'interrogation, et d'autres pour qui c'était est-ce qu'il sera lui devant, on ne savait vraiment pas. Donc c'est ce qui était vraiment très intéressant, que là il y a la hiérarchie qui commence à s'installer. Donc ça devient un peu moins passionnant, mais ouais, j'espère qu'on va pas avoir un Lucas Konen qui va tout simplement dérouler et gagner, gagner, gagner.
et qu'on va avoir de la bataille et du suspense jusqu'au bout. Bah ouais, j'espère aussi. Un truc qui me surprend un petit peu, c'est que j'ai remarqué depuis 3 Grands Prix maintenant que Romain Fèvre, c'est quand même moins bien en seconde manche qu'en première. Mais comme si ça manquait un peu de physique, parce que j'ai même l'impression que c'est vraiment la deuxième moitié de deuxième manche où il baisse de rythme. Il n'arrive pas à aller chercher d'aussi bons résultats qu'en première manche. Et je trouve ça assez surprenant parce que Fèvre, c'est jamais un mec qui a manqué d'endurance par le passé. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Mais je trouve quand même que Fèvre, il est un peu en dessous, quoi. Cette année-là, il est accroché à ce wagon, tu vois, mais à un bras, genre, partez pas sans moi, tu vois. J'ai l'impression qu'il lutte un petit peu quand même pour suivre les gars devant. Donc, ouais, pour nos pilotes français, là, c'est pas évident. Ouais, après, bon, tu vois, la première course en Argentine, personne connaissait le terrain, puis c'est le premier, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tout le monde attaque pas la première épreuve du championnat de la même manière. T'en as qui veulent vraiment entrer fort, gagner, se mettre en confiance. T'en as qui veulent juste s'en sortir sans perdre trop gros. Romain, c'est ce qu'il avait dit, que le but c'était de faire podium, et il a fait podium à la première, donc il était assez content. Ensuite, la deuxième épreuve, c'était déjà du sable, et il me semble qu'en première manche, il fait 3 derrière Konen et Erlings. Donc bon, quand tu es dans le sable, que tu es français et que tu fais 3 derrière un Hollandais et un Belge, qui en plus sont vraiment très bons, déjà de base, et qui excellent dans le sable, je me dis qu'il n'y a pas de quoi rougir. Après, bon, c'est malheureux parce qu'il ne termine pas la deuxième manche. Mais là, même là, tu vois, il se faisait harceler par Geyser qui allait passer. Et semaine dernière, je trouve qu'à chaque fois, en fait, on a eu des concours de circonstances qui, pas qui justifiaient, mais qui pouvaient expliquer un peu que il n'était pas forcément au top. Après, tu vas me dire, bah, les autres non plus, et eux, ils arrivent quand même à performer, tu vois. Ils n'ont pas besoin que toutes les étoiles s'alignent. Mais je me dis que quand on va arriver sur des terrains vraiment en terre, il y aura peut-être des surfaces et des tracés qui vont un petit peu plus le favoriser, où il sera plus vraiment dans ce wagon et pas accroché, tu vois, du bout du bras. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est clairement en dessous de Konen et de Erlings. Et j'ai l'impression qu'en seconde manche, il est même régulièrement en dessous de Vial et Geyser aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis après, sinon, j'ai noté encore mon petit comparatif Geyser-Sexton. C'est vrai qu'en Suisse, je trouvais pas qu'ils se ressemblaient, mais là, à nouveau, ça me l'a fait un petit peu. Mais puis c'est surtout le Geyser qui perd la visière, puis qui finit sur la tête en deuxième manche. Et qui, je trouve que le début d'année de Geyser sur la YAM, c'est vraiment comparable à la saison Supercross de Sexton sur la Kawa. Plus au niveau de la galère au final, ça montre parfois de bonnes choses, mais dans l'ensemble, ça a l'air quand même compliqué pour l'instant cette année. Ouais, c'est vrai que Geyser, il galère un petit peu et puis il monte des petits coups d'éclat avec des remontées par moment et des bonnes perfs. Mais toujours, bah après, c'est un peu à l'image de Team Geyser quand même aussi. Il a toujours été un peu comme ça, quoi, hein, à se mettre par terre assez facilement et souvent à se faire mal, malheureusement. Donc c'est rien de très surprenant. Finalement, depuis le début, ils sont un peu similaires. On n'avait jamais retrouvé la ressemblance. Jusque-là, il nous manquait l'équipement Alpinstar et le casque Alpinstar pour l'avoir. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu y repenses, les deux, c'est souvent qui goûtent le sol. Ouais. Mais les deux, en dehors de cette année, avaient l'habitude de faire ça plus vers l'avant de la course, quoi. 3-4 positions devant encore. Ça va se battre pour la victoire, parfois tout seul devant et ils se croûtent, quoi. Que là, c'est autour de la 4e, 5e place. Bon, Geyser, ça allait de l'avant encore là en deuxième manche quand il tombe Alors, je crois qu'il était 3 ou 4 quand il tombe en deuxième manche. Mais, mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux. Et puis sinon, après, bah, MX2, que dire à part Camden McLellan roule malgré une épaule endolorie, mais de toute façon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la parade, la Gunfelder toute l'année, quoi. Enfin, quand tu vois que même dans le sable, qui était pourtant une surface où il perdait des points l'année dernière face à De Wolf, bon, bah là, il n'y a pas de De Wolf et Sacha Coden. C'est toujours la même chose. C'est roule très fort devant, mais fait des erreurs et perd des points. La Gunfelder, il est solide. Il gagne son 3e Grand Prix sur 4 déjà et il continue d'accroître son avance. Et il va être très très dur à battre. Je pense que pour le battre, il va falloir que lui, en fait, commette une grosse erreur. Oui, il est toujours là et jamais loin, donc c'est sûr. Et puis quand tu regardes ses concurrents,
Il y avait Fares aussi qui faisait de bons résultats. Là, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. Mais ouais, et oui, Conan, comme tu le dis, a son image très rapide, mais rapide aussi pour prendre, pour prendre la terre ou le sable. Donc, c'est dommage, mais enfin, de toute façon, on va pas se répéter, hein. C'est toujours la même chose, un peu accroché au guidon et ça finit au sol. Et c'est très dommage parce que là, voilà, on va avoir un Lagerfelder qui va au final faire son petit bonhomme de chemin et se diriger vers un autre titre. Et puis, on n'aura plus qu'à attendre l'année prochaine pour voir ce que ça dit en 450. Ah oui, oui, Lagerfelder. Ouais, Concernant je croyais Lagerfelder, ouais. je croyais que tu disais Sacha Conan en 450 Non, l'année non. prochaine. Et je me suis dit, oh Remarque, là tu là. sais que en vrai, quand on y repense, parce qu'on on n'a pas pu en parler, mais Lucas Conen, le passage en 450, ça a été tellement rapide aussi. Prévenu personne, une petite rumeur comme ci, comme ça, et puis boum, l'année prochaine, il était vraiment en 450, quoi. Donc, sans trop comprendre pourquoi. Et donc, ma foi, ça se trouve, Sacha, dès qu'il y a une place qui se libère, ou un contrat, ou une moto en plus à mettre en 450, ça se trouve, il saute dessus. Ouais, peut-être. Bon, après, je disais déjà pour Lucas Konen que je pensais pas que c'était forcément la bonne solution. Puis au final, il est excellent en 450. Donc pourquoi pas, hein. Mais fait, tu vois, moi, je vois un peu Sacha Konen comme M. Shire. Et l'année dernière, en outdoor, on disait, ouais, M. Shire, la 450, ça l'a calmé. Bon, bah, ça l'a calmé 11 courses. Puis aux Nations, c'était de retour à la case départ. Et en Supercross cette année, la même chose, tu vois. Donc je pense que puis tu regardes un pilote comme Barcia, la 450, ça l'a jamais calmé non plus, tu vois. Donc, puis, franchement, je pense pas que Sacha Konen, il essaye de compenser un déficit de puissance avec son pilotage. Je pense que c'est juste sa façon de rouler et son style. Et à mon avis, il roulera un petit peu pareil en 450. Et, euh, et on aura plus de la même chose, à mon avis. Mm. C'est fou quand même à quel point ça a l'air, en tout cas, d'être un avantage d'avoir une KTM en MXGP et en MX2, quoi. C'est vraiment c'est les motos qui sont presque tout le temps devant. Et je sais pas si c'est que leurs motos sont vraiment supérieures ou si c'est juste qu'ils arrivent tout le temps à aller chercher les meilleurs pilotes ou si c'est un combo des deux. Mais bon, je pense que un mec comme Adamo, si tu le mets sur une Yamaha ou une Honda ou enfin n'importe quoi, il est pas champion du monde en MX2 et il fait pas des top 5 là en MXGP, à mon avis. Enfin, après, c'est un petit peu de toute façon ce qu'on entend à travers le paddock ou même enfin, l'univers du cross, quoi. C'est que vraiment avoir une KTM en GP, c'est vraiment la meilleure moto et de loin, quoi. Ouais, je sais pas, je pense quand même qu'ils arrivent à se dégoter à chaque fois de très bons pilotes parce que après, enfin voilà, quand tu es un team qui performe, qui gagne, forcément, tout pilote a envie d'y aller et toquer à la porte. Donc je pense que c'est pas dur pour eux de récupérer des pilotes. Bon, ces derniers temps, le budget, tout ça, c'est venu un peu bouleverser le tout. Mais à part ça, ils arrivent à se dégoter, je pense, oui, les meilleurs pilotes quand même. Après, je suis assez étonné parce que tu vois, par exemple, les YAM, visiblement aux US, il semblerait que ce soit la YAM qui fonctionne le mieux. Comment ça se fait qu'en En GP, tu vois. 250 en tout cas, ouais. Ouais, je sais qu'en GP, tu peux modifier plus qu'aux US, mais si aux US, c'est une machine, enfin, même Vial avec sa KTM, tu vois, c'est ça ce que j'ai du mal à comprendre. Vial avec sa KTM a l'air de dire que la YAM fonctionnait mieux. Et, euh, et pourtant, il a roulé avec une KT en Europe et qui semble être celle qui fonctionne le mieux. Et ils se parlent entre eux, tu vois. Donc, même s'ils peuvent pas faire exactement, qu'ils n'ont pas la même liberté aux US, c'est quand même étrange que d'un côté, ce soit la orange et de l'autre, ce soit la bleue, tu vois, qui soit la plus performante. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être juste une question de pilote et on se fait on s'invente des histoires dans nos têtes, hein. C'est peut-être juste ça, hein, qui Ouais, sait. parce qu'à un moment donné, la moto ne fait pas le pilote non plus. Donc, je pense que euh, un Lagenfelder, même si tu le mets sur une autre, il est devant quand même. Après, ou pas, ça se trouve, ça nous fait une Prado et c'est un mec qui a été conditionné pour rouler que sur une KTM toute sa vie et que derrière, il a développé voilà, toutes ses compétences sur une KTM et qui sera complètement perdu sur une autre et qu'il n'aura pas cette faculté de s'adapter facilement. Mais je trouve même que c'est inquiétant parce que demain, le jour où KTM veut plus de Prado, Prado c'est terminé.
Enfin, où tu le retrouves chez Club MX, histoire de récupérer des petits chèques à droite à gauche pour pas se retrouver à faire du coaching. Mais moi, ça m'inquiète un peu. Après, bon, tant que ça performe, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un peu. C'est limite, quoi. Ouais, c'est clair. Imagine Fèvre sur une KTM. Ouais, bon, après, c'est comme tout changement. Hein. Tomac, maintenant, c'est KTM, tu vois. Mais au passage sur la YAM, YAM, quoi. Après, YAM KT, hein, non, et puis au final, il suffit de 3-4 On s'y fait roulages. Là, vite. et Hein. puis, bah oui. Bah, puis surtout quand le mec gagne, après, tu t'habitues vite. Quoi. Ouais. Bon, écoute, c'est un petit peu tout pour ce podcast, non? Il me semble. Je crois qu'on a bien fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis, pour ceux qui sont encore là. Puis pour ceux qui ont quitté avant, il n'y a pas de mal. Hein. Merci d'avoir suivi ce que vous avez suivi. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler du Triple Crown de Cleveland. Je crois qu'il y a encore un Grand Prix la semaine prochaine avant la pause d'un mois. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.